à la politique. Et le thème de ce café ce soir, c'est les Français sont-ils de droite? Est-ce que c'est une réalité ou une fiction d'une tendance qui est annoncée par les médias? On en va bien? Non, faut parler bien au micro. C'est bon là? Ouais, là c'est bien. Ok. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Donc leurs travaux sont assez intéressants, d'une part parce que ceux de Vincent Tibéri sont extrêmement récents, ils datent de 2024 pour les tendances de droitisation. Et Violaine Girard a fait une enquête plutôt qualitative à base d'entretien dans un village lyonnais dans les années 2000-2010 sur le vote FN au village, c'est le titre de son ouvrage, qui était un peu précurseur à l'époque, dans le sens où c'était une époque où le RN n'arrivait pas systématiquement au second tour des élections législatives, présidentielles, etc. Et donc c'est aussi intéressant pour nous d'avoir ce regard un peu croisé, d'approches finalement assez différentes sur le vote à droite, d'autant plus que les travaux récents en la matière se sont multipliés. Je pense à Félicien Faury qui est venu ici il n'y a pas très longtemps pour des électeurs ordinaires, je pense à Piketty et Cagé sur le même thème, à Benoît Coquart, etc. Voilà, donc on va un petit peu décliner cette intervention en différents temps. Je lance la première question sans plus tarder. D'abord, question assez large, que signifie être de droite aujourd'hui? Et je laisse la parole à qui veut. Ouais, je commence rapidement sur les éléments. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense qu'effectivement, ça va être complémentaire parce que moi, j'ai pas du tout une vue sur la droitisation de la société française, parce que j'ai fait une enquête qui était très localisée, qui est déjà un petit peu ancienne. Moi, j'avais envie de dire... qu'est-ce qu'être de droite aujourd'hui? Moi, j'ai travaillé à une période, donc dans les années 2000, où on parlait beaucoup sur les catégories populaires, on parlait beaucoup de désalignement du vote des ouvriers en disant, voilà, en gros, le vote des groupes sociaux aurait été pensé comme devant être un peu aligné en fonction des positions sociales. Donc, les ouvriers, ils auraient dû voter plutôt à gauche, voilà. Et il y avait beaucoup de travaux de Julien Michy, après Bernard Pudal, sur aussi le déclin du Parti communiste et des mobilisations syndicales ouvrières qui encadraient un peu le vote des catégories populaires. Donc moi, c'est par ce biais-là que je me suis posé la question de comment se fait-il que dans un territoire ouvrier, alors un territoire... dans lequel les élus locaux avaient contourné les mobilisations de mai-juin 68 en implantant dans les années 80 un parc industriel avec une structure de l'emploi un peu particulière, très segmentée, beaucoup de sous-traitance, beaucoup d'intérim, etc. Mais donc je me suis demandé comment se fait-il qu'on ait autant de votes à droite dans ce territoire, et ça me permettait de rappeler qu'il y avait toujours eu finalement des ouvriers de droite. Benoît Coquart avait fait un entretien qui avait été publié dans Savoir Agir avec un couple d'ouvriers de droite et d'ouvrières de droite. Et donc voilà, on avait peu d'images là-dessus. Alors moi je dirais, ensuite il y a des... dans cette question de la politisation à droite, qu'est-ce qu'être de droite? Il y a la question des valeurs, mais du coup je laisserai Vincent en parler, mais peut-être quand même dire que par la suite, il y a eu un numéro de revue qui me semblait très important, qui s'appelait en bas à droite, qui revenait sur la représentation de l'espace social suivant Bourdieu. Alors, on va pas parler de Bourdieu en détail, mais il y a l'idée que, en gros, il y a une hiérarchie sociale, il y a des catégories populaires, des classes moyennes, des classes supérieures, mais il y a aussi, à l'intérieur de ces classes, et puis plus largement, un espace social à deux dimensions, c'est-à-dire que il y a des classes supérieures qui ont plutôt du capital culturel, voilà, les universitaires. Et puis il y a des classes supérieures qui ont fort capital économique. Et donc il y a ce clivage. Et pendant longtemps, la politisation des catégories populaires, ça c'est Lorraine qui le disait aussi, un chercheur qui a travaillé sur le vote à Amiens, la politisation des classes populaires, on disait, on les voyait comme démunis. Donc ils s'intéressent moins aux choses politiques, ou s'ils s'y intéressent, ils suivent ce que dit leur syndicat, le PC, etc. Et du coup, dans les années, fin des années 2010, on a rappelé, les sociologues et les politistes ont rappelé l'importance de ce clivage dans la société française entre des fractions, d'ailleurs
populaire, de classe supérieure, classe moyenne ou classe populaire, des fractions qui sont plus fortement dotées en capital économique et des fractions sociales et des groupes sociaux qui sont plus fortement dotés en capital culturel. Et ça, c'est quelque chose de déterminant pour comprendre à la fois la participation ou l'abstention intermittente ou plus régulière, et aussi pour comprendre les orientations des votes. C'est-à-dire que du coup, voilà, les personnes qui ont plus de capital économique, qui ont une plus forte part qui doivent leur position sociale plutôt à du capital économique, ou qui sont dans des trajectoires où ils cherchent à accumuler du capital économique, qui vont orienter leurs enfants, moi ce que j'avais vu plutôt vers des bacs pro, des BTS, que leurs enfants aient un métier, servent à quelque chose, etc. Plutôt que vers des études longues. Voilà, des gens qui vont valoriser l'accumulation, la réussite économique, etc. Eh bien, ils vont plutôt être politisés à droite avec des valeurs de voilà, les aides sociales, ça nuit finalement à ce modèle de réussite, ou des gens qui vont valoriser un peu la réussite individuelle. Voilà, j'ai peut-être déjà été un petit peu longue, mais moi j'avais, juste pour dire qu'est-ce que c'est qu'être de droite aujourd'hui, j'avais un exemple très concret dans mon enquête. J'avais énormément d'enquêtés qui ont accédé à la propriété dans les années 80-90, qui ont fait construire des pavillons dans des lotissements, et qui avaient cet effort un peu de distinction, de dire bah, nous on ne dépend pas des aides sociales, on fait construire. Et quand j'avais fait avec un adjoint en maire un décompte sur l'ensemble des permis de construire, en fait plus des 3/4 des dépôts de permis de construire avaient bénéficié de prêts à taux aidés garantis par l'État. Et donc voilà, c'est pas des aides sociales directes, mais voilà, ça c'était pour dire aussi que voilà, il y a une analyse très fine à faire sur comment de la même manière, il y a des choses qui ont été faites sur les classes supérieures et les niches fiscales. Il y a une analyse très fine à faire aussi qui est intéressante et qui est faite par différents collègues, mais sur comment est-ce que on peut cerner les formes de politisation et le fait d'être à droite aussi dans le rapport à l'État et aux différentes formes d'intervention de l'État sur les inégalités sociales. Comment l'État peut renforcer des inégalités ou peut creuser des écarts entre différentes fractions des catégories populaires, ceux qui accèdent à la propriété et ceux qui habitent dans du logement social, et donc comment ensuite ça joue sur des formes voilà, des gens qui vont dire bah, moi ma maison je l'ai payée, je l'ai largement payée, j'ai même payé l'emprunt, etc. J'ai travaillé, j'ai pas attendu que mon entreprise ferme pour me retrouver au chômage, j'ai changé, j'ai bougé, etc. Et des formes de valorisation de réussite individuelle, d'engagement au travail. Voilà, j'étais un petit peu longue et je balaye pas toute la société française, mais je laisse Vincent plus que compléter. Non, celui-là il fonctionne. T'appuies juste dessus et ça va. Et il fonctionne. En complément de ce que disait Violaine, je pense que là je prendrais un point de vue plus politiste, c'est-à-dire plus centré sur la logique. Effectivement, la droite c'est d'abord des acteurs politiques qui s'en saisissent et qui la construisent. La gauche c'est pareil. Et donc quelque part, quand on y réfléchit, quand on regarde dans le temps long, on se rend compte qu'effectivement les notions de droite et de gauche ont elles-mêmes évolué. Il faut se souvenir qu'un des premiers livres de sciences politiques qui existe, c'est celui d'André Siegfried en 1913. Il fait un tableau politique de la France de l'Ouest. Ça inclut notamment Tours et ses environs. Et à l'époque, pour lui, la gauche, c'est certes de l'égalitaire, c'est certes du rejet de la religion, mais il pense que le groupe de gauche type, ça va être les petits propriétaires agricoles terriens. Et donc aujourd'hui, ce groupe-là, il vote à 80% pour la droite, voire pour l'extrême droite. Et donc en fait, et on est aussi également à un moment où, par exemple, l'alignement entre les ouvriers et la gauche ne s'est pas encore fait. Parce que de fait, quand il s'agissait des débats autour de la nature de la République, quand il s'agissait de la République contre la réaction, quand il s'agissait effectivement de la place de l'Église catholique, c'était pas forcément leur combat. Donc c'est là où on voit qu'effectivement il y a quelque chose d'une capacité de l'offre à créer de la demande, à structurer de la demande. Et donc quand on regarde aujourd'hui, un des vrais enjeux, c'est notamment de définir ce que c'est qu'un contenu objectivement de gauche aujourd'hui, ce que c'est qu'un contenu objectivement de droite aujourd'hui, sachant qu'il y a des acteurs qui ont tout intérêt à ce que ce contenu reste extrêmement flou. Et notamment pour essayer de faire en sorte que, par exemple, la question de l'immigration soit considérée comme un problème pour la gauche, qui est incapable, par exemple, de défendre la laïcité face à des mouvements, notamment des mouvements qui viendraient du monde musulman. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais vous voyez bien qu'il y a un nombre impressionnant de gens qui, sur CNews, vous expliquent « je ne reconnais plus ma gauche ».
Et donc on voit bien que c'est aussi une logique d'empêchement des autres du travail idéologique qui peut effectivement amener à refonder une pensée politique de gauche, à refonder une pensée politique de droite. La droite en fait a moins de problèmes sur ça. Elle n'a pas le problème de la cohérence. Mais effectivement, la gauche... souvent la droite varie, il suffit de voir quand on nous parle d'état de droit et de gouvernement des juges, je pense qu'on va en entendre parler dans les heures qui viennent. Voilà. Dites-vous qu'effectivement, y a des soucis, quoi. Mais un des trucs intéressants, je trouve, c'est qu'on est effectivement dans un moment où se dire de gauche, par exemple, c'est retravailler, retravailler des capacités à penser les inégalités. Les inégalités ne sont pas que sociales, elles sont aussi genrées, ça c'est les travaux effectivement de la sociologie qui l'ont montré, et désormais on voit aussi qu'il y a des effets d'origine. C'est-à-dire que plutôt que d'opposer les inégalités les unes aux autres, il faut effectivement réussir à faire que ces inégalités travaillent ensemble. Et c'est extrêmement compliqué. Et donc on voit bien derrière que c'est aussi des possibilités pour certains acteurs d'activer certaines dimensions, d'en faire oublier d'autres. Le RN ne va pas vous dire qu'ils sont nécessairement de droite. Pourtant, dans le bouquin, je passe mon temps à les qualifier à droite. Et de fait, on voit aujourd'hui, dans leur prise d'opposition à l'Assemblée nationale, que le RN tombe étonnamment systématiquement plutôt du côté des patrons que des ouvriers. Quand il s'agit de la réforme des retraites, quand il s'agit des charges sociales, quand il s'agit de supprimer un certain nombre d'agences de contrôle, notamment de contrôle environnementaux. On voit que ça tombe systématiquement d'un côté. Mais ce que fait le RN, c'est faire comme si l'économie, c'était pas un enjeu, qu'il fallait être pragmatique, avoir du bon sens. Et donc, ça leur permet effectivement de jouer sur autre chose. Eux, la gauche et la droite, ça les enferme. Et donc, le travail, et il fut un temps, ça marchait très bien avec la Macronie. C'était, on est les patriotes, ils sont les cosmopolites. En face, ils disaient, nous sommes les réformateurs, ce sont les nationalistes. Mais bon, faire en sorte que le clivage ne soit plus la gauche et la droite, ça serait l'ancien monde, mais se rejoue autour d'eux, autour d'une opposition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Effectivement, qu'est-ce qui manque dans cette opposition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Toute la gauche, quoi. Est-ce que justement on peut du coup parler aujourd'hui d'une disparition du clivage gauche-droite et d'une apparition d'une tripolarisation de la vie politique? Je pense notamment aux travaux de Piketty et Cagé qui en ont un petit peu parlé assez récemment. Alors, le souci, c'est que ce que j'ai essayé de dire, c'est que voilà, il y a différentes manières d'être de gauche, de définir ce qu'est la gauche, il y a différentes manières d'être de droite, de définir ce qu'est la droite. Un des trucs les plus frappants, effectivement, aujourd'hui, c'est que quand vous demandez à des gens de se situer sur un axe gauche-droite, vous en avez désormais presque 1 sur 2 qui peut pas, qui veut pas. Alors on pourrait penser, et c'était effectivement ce qui se passait dans la sociologie des années 60, on pourrait penser que c'était des gens qui ne maîtrisaient pas leur rôle de citoyen. Mais c'est pas ça. En fait, c'est de plus en plus un rejet, non pas simplement d'ailleurs des partis de gauche et des partis de droite, c'est un rejet de l'ensemble des partis qui sont censés structurer ce clivage. Et ça nous donne un truc très, très rigolo, où les mêmes qui ne veulent pas se placer à gauche ou à droite, qui vont vous dire que ce sont des notions dépassées, sont aussi capables de positionner sur un axe gauche-droite tous les candidats. Donc, la gauche, la droite, comme manière de comprendre le monde politique, ça reste essentiel. Face à un monde politique qui n'arrête pas de changer, avec des nouveaux noms de partis régulièrement, pour faire en sorte que les gens ne se souviennent pas qu'il y a un passif, qu'il y a un passé, qu'il y a un passif. Mais non, c'est pas vrai. Donc ça fonctionne. Après, la question de la tripartition, ça renvoie encore à autre chose. Et vraisemblablement, là je pense que c'est une histoire de désarrimage entre notre mode de scrutin et notre système politique d'aujourd'hui. Quand on parle de tripartition, grosso modo, il y a un bloc. Il y a un bloc qui rajoute la gauche, les écolos, et peut-être, sait-on jamais, certains macronistes, mais on entend parler de macronistes de gauche régulièrement, on les cherche. Voilà. Il y a un autre bloc, et alors il n'y a pas que Cagé et Piketty qui en parlent, aussi Pierre Martin, Florent Gougou et d'autres qui vont dire, un bloc qui, grosso modo, rassemble les libéraux économiques, et un petit peu autoritaire, un petit peu sécuritaire, et là ça va du centre jusqu'à une partie de LR. Et puis il y a l'extrême droite. Et en fait, on est aujourd'hui effectivement dans un moment, et on l'a bien vu quand les uns et les autres, on a dû choisir entre un candidat NFP, un candidat du bloc dit central, et un candidat RN ou soutenu par le RN. On voit bien qu'effectivement, progressivement,
les gens sont de moins en moins alignés politiquement, mais ils savent vraiment contre qui ils sont, et désormais c'est plus un seul ennemi, c'est possiblement deux ennemis. Et on l'a bien vu par exemple quand le RN, quand les électeurs macronistes devaient choisir entre un candidat NFP et un candidat RN. Oh, c'était terrible pour eux, ils avaient beaucoup de mal à faire ce choix. Ce qui est inquiétant parce que l'inverse n'était pas vrai. Quand on regarde les transferts de voix, le NFP n'avait pas de problème à aller voter pour... Enfin, beaucoup moins de problèmes, et pourtant. Et jusqu'à quand? J'imagine qu'on y revient. Donc, je pense qu'on est aujourd'hui dans un moment où on a un problème entre ce que sont les forces politiques, déjà qui ont du mal à incarner, ce qu'est le quatrième bloc que certains cherchent, hein, ceux qui ne votent pas, qui ne se déplacent qu'à certains moments, et un mode de scrutin qui, en fait, aujourd'hui, fonctionne encore selon un principe majoritaire. Et là, on a un vrai problème de démocratie. D'ailleurs, déjà, le vote, et je pense qu'on y reviendra, c'est pas forcément toute la participation citoyenne, c'est en plus une participation citoyenne contrainte, mais en plus, avec notre mode de scrutin, on se retrouve dans une situation où vous pouvez être un président sortant, vous faites grosso modo un quart des votes, vous vous retrouvez majoritaire à la fin. Or, ben non, ça fonctionne pas, ça ne peut plus fonctionner. On est aujourd'hui dans un système politique et sociétal où, effectivement, il va peut-être falloir vraiment réfléchir à la représentation proportionnelle, parce que ça correspond beaucoup mieux à ce qui se passe d'un point de vue électoral. Oh non, je ne vais pas... T'es sûr? Ouais, non, la tripartition, c'est pas ton dada. Non, mais j'ai rien à rajouter. Et pour un peu compléter, est-ce que finalement, être de droite et être d'extrême droite, c'est la même chose ou pas? Tu vas là. Ouais. Tu commences. On va se passer la balle. Oui, alors, pareil, être de droite, enfin... Il y a eu pendant, enfin c'était un peu ancien, mais il y avait cette idée de, pendant longtemps les médias, quand le FN faisait encore un peu figure d'épouvantail dans le champ médiatique, on disait voilà ces ouvriers qui se sont retrouvés laissés dans la nature parce que le PC n'a plus son influence, donc ils sont passés, enfin voilà, c'était la thèse des gauchos, le péniste, etc. Et donc il y a eu quand même énormément de représentations stigmatisantes des électeurs qui votent pour un tribun, pour des mauvaises raisons, enfin en tout cas voilà, qui votent sur voilà, qui votent pas sur des, enfin voilà, qui votent pas comme des personnes qui vont lire les programmes, qui votent pas comme l'institution le voudrait. Et moi, du coup, une des manières, à partir, encore une fois, d'une enquête localisée, dans un endroit précis, etc., mais j'avais souligné que, et à partir d'autres travaux, et des travaux historiques, qu'il y a toujours eu des endroits en France, dans des zones rurales, périurbaines, ou même en ville, hein, où des gens des classes populaires étaient politisés à droite, votés à droite, etc. Du coup, c'est ces gens-là qui passent progressivement, voilà, parce qu'il y a un élargissement, on y reviendra, mais il y a un élargissement social des électeurs et électrices du FN puis du RN, et donc c'est rarement des gens politisés à gauche qui vont se dire voilà, le PC nous a trahis, ou le PC ne représente plus rien, tiens je vais voter pour un tribun parce que voilà. Donc être de droite ou être d'extrême droite, c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, moi, dans les entretiens que j'ai faits avec des électeurs, il y a quand même cette idée, enfin voilà, moi j'avais vu des gens par exemple déçus de la gauche, qui disaient bon, on va plutôt voter pour la droite, etc. Et en même temps, des électeurs qui pouvaient voter pour Marine Le Pen aux scrutins nationaux et aux scrutins locaux, voter pour un énarque descendant d'un grand notable qui était un aristocrate local, et voter pour ce député UMP qui était sarkozyste, etc. Enfin, voter pour lui non seulement, et puis distribuer un peu en douce, parce qu'il n'y avait pas de militantisme, de structure partisane très implantée dans ce territoire-là. Il n'y avait pas de structure collective où faire de la politique. En tout cas, dans les partis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de structure collective. Il y avait quelques syndicats, etc. Mais voilà, donc moi j'ai vu des gens qui pouvaient voter pour Marine Le Pen et puis voter pour la droite parce qu'il y avait une figure locale qu'ils connaissaient, etc. Et la différence pour moi, et elle est très présente dans le bouquin de Félicien, le bouquin de Félicien Faury, des électeurs ordinaires, le met en avant, c'est la matrice du racisme. C'est un engagement dans un et c'est un
un engagement qui n'est pas que dans les urnes. C'est-à-dire que quand on vote FN, les gens n'ignorent pas cette question-là. Et c'est pas juste du symbolique. Moi, on me disait souvent, enfin, on m'a plusieurs fois posé la question, mais pourquoi il y a autant de votes FN à l'époque où je travaillais dans cet espace périurbain où il y a très peu de logement social. Les gens sont propriétaires de leur maison à plus de 80%. Ils sont pas dans un territoire où il y a des restructurations, des fermetures d'usines, un chômage de masse, des pertes d'emploi. Ils ont des enfants qui arrivent à devenir ouvriers qualifiés. Les filles, elles sont dans des filières très féminines dans l'enseignement, mais voilà, elles vont dans le soin de l'aide à la personne, etc. Mais bon an, mal an, ces familles reproduisent des positions sociales. Alors c'est plus dur économiquement pour les jeunes d'accéder à la propriété dans les années 2010 que pour les générations des parents dans les années 80 ou 90 parce qu'il y a une précarisation de l'emploi. Mais voilà, ils ont pas d'immigrés dans leur voisinage. Pourquoi? Si, parce que en fait, les rapports sociaux traversent la société et parce que justement, de fait, s'il n'y a pas de personnes migrantes ou de personnes racisées dans le voisinage, c'est parce que justement, il y a un engagement local dans maintenir des formes d'entre-soi résidentielles et tenir à distance des personnes racisées. Et donc, en gros, comment on fait pour acheter un terrain voilà, où on se dit, si on est une famille d'anciens agriculteurs de la commune, on se dit, je ne veux pas vendre mes terrains à n'importe qui. Voilà, si mes voisins divorcent et qu'ils doivent revendre leur maison, je vais surveiller, je vais aller voir à la mairie, je vais surveiller à qui ils revendent, etc. Et donc, moi, j'ai vu des élus locaux, par exemple, qui sont mobilisés collectivement avec des groupes d'habitants qui sont dans des associations pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de famille avec, alors moi on me disait avec des femmes voilées, voilà, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de famille racisée. Et quand on lit par exemple, j'en ai 2-3 là dans ma pochette, j'en avais un dans un PowerPoint hier pour les étudiants en cours à Rouen, les articles de presse dans Le Monde, etc. Il y a cette idée qu'il faudrait que des personnes migrantes ou descendantes de migrantes, notamment des anciennes colonies françaises, soient maintenues dans un statut minorisé ou subalterne. Le Monde, ils avaient titré un jour, voilà, dans ces banlieues pavillonnaires, la colère gronde parce que, eh bien, même dans ces banlieues, quelques familles avec des noms maghrébins ont réussi à s'installer. Là, j'ai un article du Monde là que je regardais tout à l'heure dans le train où ils disent, bah voilà, on compte les familles d'origine maghrébine qui ont réussi à s'installer. Voilà. Et Félicien Faury le souligne bien, il y a cette idée que voilà, il y a des enjeux de maintenir un entre-soi blanc. Et ça, c'est un moteur très direct du vote FNRN parce que justement, c'est pas juste un vote, c'est aussi des mobilisations collectives, pas forcément institutionnalisées, mais des mobilisations collectives qui prennent sens, qui prennent corps, qui sont à l'œuvre en fait dans l'espace local résidentiel. Voilà, j'étais peut-être un peu long, je ne prends pas trop mon temps. Ouais, tu nous diras si on parle trop. Juste une petite incise. Un des trucs intéressants que raconte effectivement Félicien et ce que Violaine vient vous dire, c'est que on passe notre temps à considérer que les immigrés ne s'intègrent pas, que leurs descendants ne réussissent pas, etc. Eh bien, ça montre d'abord que c'est pas vrai. Mais c'est surtout que les enquêtes quantitatives qu'on a aujourd'hui comme trajectoire et origine nous montrent également qu'effectivement, en termes d'élévation du niveau de diplôme des descendants d'immigrés, de l'immigration subsaharienne, de l'immigration maghrébine, c'est assez impressionnant. Et c'est surtout qu'effectivement, il y a une classe moyenne. Et donc, quelque part, il y a une espèce de rejet de cette classe moyenne-là, et je trouve ça super intéressant et important, et ça nous montre effectivement qu'il faut y travailler. Maintenant, si on revient à ta question sur droite et extrême droite, alors, il y a souvent eu des liens, notamment dans les années 80, on a tendance à oublier qu'il n'y avait pas eu, il y a quand même eu des moments de coopération. Dreux, c'est quand même une alliance entre le FN et la droite traditionnelle. Donc le cordon sanitaire chiracien, ça n'a pas toujours été le cas. En 88, il y avait des tendances à essayer d'aller grappiller ces électeurs du FN pour éviter la réélection de François Mitterrand. Mais effectivement, dans les années 90, il se passe un truc, on parle déjà d'une tripartition, mais on parle d'une tripartition gauche, droite, extrême droite. Et avec cette idée que du coup, les électeurs de droite, face à un choix entre la gauche et l'extrême droite, voteraient à gauche. Et puis ça commence à bouger progressivement, effectivement, autour de cette notion de gaucho-lepénisme, l'arrivée du lepénisme dans les catégories ouvrières. Il y a toujours eu des ouvriers de droite, mais ceux-là votaient plutôt gaullistes. Et puis progressivement, Le Pen réussit à creuser. Et là, on va se poser la question, est-ce que c'est des gaucho-lepénistes, en gros des déçus du communisme qui passeraient à l'extrême droite, ou ce que Nona Meyer appelle des ouvriers-lepénistes, qui en fait sont culturellement
d'extrême droite, c'est-à-dire que l'immigration est un souci, mais socialement, toujours favorable à la redistribution. Et cela, il continue en fait à exister. Et un des trucs les plus intéressants, c'est ce que montre notamment Donna Meyer, c'est qu'effectivement, on se retrouvé dans une situation où il votait extrême droite au premier tour et il votait Jospin au second tour. Parce qu'effectivement, la question entre Chirac et Jospin, c'était une question sur le social. Et donc, quelque part, il revenait à d'autres logiques et d'autres cordes de valeurs. C'est un truc super important sur lequel je reviendrai sans doute. Et donc, il fut un temps, c'était pas la même chose. Bon, et maintenant, c'est vraiment, c'est de plus en plus dur à dire. En partie, d'abord, parce que l'URN, effectivement, a adopté une stratégie de dédiabolisation, on en parle beaucoup, et donc il y a les travaux de Sylvain Crépon, d'Alexandre Deshaies et d'autres qui montrent ces questions-là. Mais il y a surtout la manière dont la droite elle-même a commencé à adopter l'agenda de l'extrême droite sur l'immigration, et surtout la manière dont on parle de l'immigration à l'extrême droite. Et en faisant ça, quelque part, ça ne fait que légitimer le RN, mais surtout, ça ne fait que les rendre, c'est juste des points sur la même droite, sur le même espace, quelque part. Et c'est quelque chose dont on sait désormais, quand on travaille en comparaison européenne, que cette stratégie-là, bah, étonnamment, ça aide pas les partis conservateurs classiques, ça aide les partis d'extrême droite à se légitimer et à continuer à engranger des votes. Et une partie de l'histoire assez intéressante, on y reviendra parce que j'ai vu le déroulé, hein. Il fut un temps, les catholiques pratiquants étaient un bloc d'extrême droite, étaient un bloc de droite, ça votait conservateur. Et bien, ce matin, je jouais sur l'enquête qu'on a de 2024. Désormais, les catholiques pratiquants ont plus de chances de voter Rassemblement National que de voter pour la droite traditionnelle. Et ça nous raconte quelque chose, effectivement, de la légitimation de ce vote-là. Et donc du fait qu'aujourd'hui, droite et extrême droite, eh bien, on ne peut plus tellement faire la différence. J'en profite pour faire la transition. Du coup, concrètement, aujourd'hui, qui est de droite et qui vote à droite? Est-ce qu'on peut aussi opposer, par exemple, on fait cette opposition parfois, entre urbain, rural, périurbain? Ça, tu commences. Ouais. C'est ton dada encore. Ouais, alors mon dada, ça a été pendant un moment, alors il n'y a plus tellement besoin de... mais enfin si, il y a toujours besoin, mais c'était que moi quand je me suis intéressée à ces questions-là, il y avait quand même les médias, les grands médias, certains grands médias, qui ont déroulé des tapis rouges à un consultant qui se présente comme géographe et qui est un essayiste et qui défendait des thèses très contestables, pas complètement pas validées scientifiquement. Christophe Guilly, voilà. Christophe Guilly, à ne pas confondre avec Thibault, enfin je sais pas d'ailleurs s'ils sont de la même famille, Thibault Guilly qui a fait la réforme de France Travail pour Macron, je sais pas. Bon voilà, mais en tous les cas, Christophe Guilly, il a eu quand même un certain nombre de unes, il a fait des succès éditoriaux et il a vendu des ouvrages sur ce qu'il appelait la France périphérique. Pour lui, il y avait une coupure entre les métropoles qui profitent de la mondialisation, dans lesquelles on a des bobos et des immigrés qui profitent du fait de vivre dans des métropoles, et puis des espaces ruraux, périurbains, etc., périphériques qui seraient délaissés des pouvoirs publics. Alors bien sûr, les pouvoirs publics qui mènent des politiques d'aménagement, hein, elles peuvent avoir des effets pour renforcer des inégalités, bien sûr il y a la fermeture des services publics, etc., mais c'est pas, il n'y a pas de territoire délaissé. Et puis surtout, Christophe Guilly, il a une lecture des classes populaires blanches comme étant les vraies classes populaires, hein. Les autres, c'est, voilà, leur statut, leur appartenance, leurs origines supposées, enfin voilà, ou leurs origines migratoires sur plusieurs générations font écran au fait de les considérer aussi comme des ouvriers, des services, des ouvriers de la restauration, du BTP, etc., etc. Et donc cette grille de lecture, elle a imposé une grille de lecture territoriale. Alors ça fait longtemps que on occulte un peu les grilles de lecture sociale et on met en avant des grilles de lecture territoriale. C'était le travail de Sylvie Tissot sur l'État et l'écarté, où elle montrait comment dans les années 90, des statisticiens, de l'INSEE, et puis des essayistes, etc., ont lu les problèmes des banlieues à la lumière de problématiques territoriales. Donc du coup, ça donne des politiques de rénovation urbaine. On démolit, on supprime le bâti, voilà. Alors que ce qui se passe dans la société, c'est des inégalités qui croissent parce que et puis de la précarisation sur le marché de l'emploi, qui exclut de plus en plus de profils. Donc ces grilles de lecture territoriale, elles occultent
un certain nombre de processus sociaux. Et c'est ce que des géographes aussi montrent, Jean Rivière le montre bien, c'est que souvent on va dire ah ben voilà le vote, alors pareil après l'IFOP a fait des sondages en intégrant comme variable la distance au centre-ville, la distance au centre-ville, et puis c'est comment il s'appelle, c'est celui qui est en Suisse, Lévy, non, qui faisait des cartes, les gradients d'urbanité, voilà. Plus on sera, alors lui, pour lui, voilà, la campagne c'est pas bien parce que on se referme sur soi, etc. Alors je viens de dire qu'il y avait des formes d'entre-soi dans des communes périurbaines, mais et puis par contre en centre-ville, on a des valeurs d'ouverture, etc. Donc voilà, il y a des visions comme ça un peu caricaturales qui occultent en fait les groupes sociaux qui sont derrière. Et donc ce qu'on sait, ce que montrent des géographes qui font des travaux très précis comme Jean Rivière par exemple, c'est que les votes, la tonalité des votes, enfin il varie en fonction des compositions sociales des territoires. Et donc il y a des espaces ruraux, il y a des espaces périurbains au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a des communes périurbaines qui sont dominées par, qui sont aussi des communes résidentielles très très aisées, dans la banlieue de Lille il y en a, enfin voilà. Et puis il y a aussi des espaces périurbains tels que celui que moi j'ai étudié, qui sont des espaces dans lesquels les catégories populaires vont pour accéder à la propriété en s'éloignant des centres-villes. On en a parlé au moment des mobilisations des Gilets jaunes, la fameuse France des ronds-points, enfin, qui est composée de différents groupes sociaux d'ailleurs, hein, mais voilà. Et donc, par contre, ce qu'on sait, c'est que les cadres, par exemple, alors si on regarde un groupe très, très hétérogène aussi en interne, mais les cadres et professions intellectuelles supérieures, c'est la catégorie qui, à plus de 80%, vit dans les centres-villes, enfin, pas dans les centres-villes, mais vit dans des unités, dans des grosses ou moyennes unités urbaines. Les cadres, il y a un pourcentage infime des cadres qui vivent dans des zones rurales et qui vivent dans le périurbain, alors qu'on a 50% environ des ouvriers dans les villes, parce qu'ils sont aussi beaucoup restés dans les banlieues ou dans les quartiers ouvriers, et puis ils sont plus de 25% dans les espaces périurbains, et puis encore 28 ou 29, enfin dans ces eaux-là, dans les zones périurbaines. Donc voilà, ce qu'on voit à 50 km des centres-villes, c'est pas un gradient d'urbanité et d'ouverture sur le monde, c'est le fait que par des mécanismes économiques et des inégalités sociales accèdent à la propriété dans ces territoires-là des ménages qui ont plus de chances d'être des ménages d'ouvriers, d'employés, ou des ménages mono avec un seul actif ouvrier, ou voilà, de catégories populaires un peu moins stables, et que du coup ils sont plus fragilisés économiquement, etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu complètement, mais si, il y a quand même aussi cette figure, on va évoquer le travail de Benoît Coquart, il y a aussi des campagnes, et donc il y a notamment des espaces ruraux en déclin démographique, en déclin économique. Et là, ce que montre Benoît Coquart, c'est qu'on a, ou les travaux de Maëva Durand, qui s'intéressent aux femmes précaires dans l'Est de la France également. Là, ce qu'on voit, c'est voilà, une raréfaction des emplois locaux, des femmes qui vont être, là encore, dans des services, dans des emplois de service, avec des conditions de travail précaires, des horaires décalés, des emplois peu qualifiés. Et ce qu'on voit, c'est aussi des formes de repli sur des groupes de potes, comme dit Benoît Coquart, où on s'entraide pour, enfin, on s'entraide, mais on est aussi en concurrence avec d'autres groupes pour avoir accès par les recommandations, le bouche à oreille, etc., à des emplois, voire du travail noir, et où on n'est pas que dans la survie, mais où on est dans voilà, des conditions de vie et des catégories populaires beaucoup plus fragilisées, éloignées des services publics. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi quand même, c'est peut-être juste pour évoquer la part de l'emploi public et l'éloignement des services publics. On sait aussi qu'il y a quand même un facteur qui joue sur le rapport à l'État et puis ensuite sur le rapport au vote et à la politique, c'est qu'effectivement l'État depuis des années rétrécit son implantation des services publics, ça donne beaucoup de non-recours, hein, d'ailleurs des gens qui ne perçoivent pas les aides sociales auxquelles ils auraient droit, c'est ça, c'est plus important que les fraudes, j'ai pas de chiffres en tête, mais je pense que si on quantifiait le non-recours, on verrait aussi qu'on n'a pas tant de profiteurs que ça du système d'aide sociale, et ça produit, moi je l'avais vu très clairement, l'espace périurbain dans lequel j'ai enquêté, c'était dans la région Rhône-Alpes, c'était le bassin d'emploi qui avait le taux d'emploi public le plus faible parmi l'emploi salarié. Et on sait aussi en sociologie que
accéder à des emplois publics. C'est tout le travail de Yasmine Ciblot, mais d'autres, ça a été des formes de stabilisation des catégories populaires, et ça a permis aussi des petites formes d'ascension sociale pour des enfants de familles issues de l'immigration aussi. Et que du coup, la raréfaction de ces emplois publics, ces emplois de catégorie C ou catégorie B, dans les zones rurales, etc., dans les zones périurbaines, fait aussi que la fonction publique se rétracte sur des emplois de catégorie, la fonction publique d'État, sur des emplois de catégorie A qui sont très fortement implantés dans les centres-villes, et que donc il y a un éloignement aussi. Et quand je parlais tout à l'heure de clivage entre capital économique et capital culturel, ça donne prise aussi à des discours qui vont stigmatiser les fonctionnaires qui ont des emplois à vie, etc. Et qui sont du côté de la bureaucratie, qui sont du côté du capital culturel. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Et en guise, enfin, pour continuer, plusieurs choses déjà. Attention à ne pas se focaliser que sur les gens qui votent. Parce que de fait, un de nos biais principaux est de faire comme si ceux qui ne votaient pas, ces abstentionnistes, étaient des absents qui ont toujours tort. Du coup, ça nous donne ce truc magique pour le RN de dire, regardez, nous sommes le parti du peuple puisque nous avons une majorité d'ouvriers qui votent pour nous. Effectivement, lors des dernières législatives, 51%. En tout cas, selon l'estimation de la poste électorale d'Ipsos parmi les actifs. Mais attention, il y a 46% des ouvriers qui ne se sont pas déplacés. Donc 51 de 46%, ça fait grosso modo un quart des ouvriers. Et donc ça change complètement le narratif. Ça nous montre effectivement que d'abord et avant tout, quand on regarde ces logiques de l'abstention, et donc ces logiques après du vote de droite, etc., c'est que d'abord, il faut se poser vraiment la question de qui se déplace et qui se déplace pas, et qu'est-ce que ça implique que les générations post-baby-boom, qui sont en train d'atteindre la cinquantaine d'années, se retrouvent avec un niveau d'abstention extrêmement fort, largement supérieur à celui de leurs parents au même âge, que leurs enfants se retrouvent à avoir des niveaux d'abstention particulièrement forts, largement supérieurs à eux au même âge. Ça doit nous alerter. Et c'est pareil, et c'est pas n'importe où. C'est aussi chez les diplômés du supérieur. C'est aussi chez les ouvriers. C'est aussi chez les employés actifs. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point pour aller en continuation de ce que dit Violaine. Il faut effectivement que nous remettions en cause nos manières de voir les inégalités sociales. Effectivement, Guy Lui et d'autres font comme si, regardez, il faut revoir les inégalités en mettant le périurbain contre les villes qui seraient les villes de favorisées. C'est une manière, quelque part, d'oublier que les inégalités sociales en France se creusent. Mais c'est surtout que nos instruments pour pouvoir les mesurer sont eux-mêmes défaillants parfois. Il fut un temps, on pensait qu'être employé, c'était mieux qu'être ouvrier. C'est plus vrai. C'est plus vrai, notamment quand on voit dans le secteur du care, dans le secteur des services aux entreprises ou aux personnes, on se retrouve dans des situations de précarité beaucoup plus fortes en étant employé qu'en étant ouvrier dans la sidérurgie, ouvrier qualifié dans certaines entreprises, la pétrochimie, etc. Donc on est effectivement dans un moment où il faut nous-mêmes, en tant que sociologues, repenser nos catégories et repenser ce que ça peut donner. On se rend compte par exemple, et ça a été montré à de multiples reprises, que le vote RN, il est fort chez ceux qu'on appelle les petits moyens. Tu as cité Yasmine Ciblot, on est dedans. C'est-à-dire des gens qui sont pas... C'est pas les plus pauvres qui votent RN. Les plus pauvres, ils votent pas. Ils s'abstiennent. C'est des gens qui, effectivement, ont un peu plus. Et qui, effectivement, eux-mêmes vont se retrouver en plus pris dans des récits, dans des manières de voir la société qui ne peuvent qu'activer, effectivement, vers du vote, vers le RN ou vers du vote conservateur. Et c'est la très jolie conscience triangulaire d'Olivier Schwartz. Il nous dit, il y a ceux d'en haut, on les aime pas, mais il y a ceux d'en bas, les cassos, les assistés. Tu les avais trouvés dans ton bouquin, de mémoire. On les retrouvait chez Olivier Schwartz, Félicien Faury les retrouve, mais désormais en plus, ils sont racisés. Effectivement, c'est un truc qui crée quelque chose, qui crée une volonté de se démarquer de ces plus petits que soi. Et un des trucs les plus horribles, c'est qu'en plus ça va avec une difficulté de plus en plus à créer du nous, à penser donc tous les outils qu'avait la gauche pour essayer de mobiliser les catégories populaires, se cassent la gueule au profit d'autres imaginaires. Et alors là, je cite régulièrement Camille Pony, mais bon, il est en train de finir son bouquin. Mais il dit
très très fortement que dans le secteur du care, chez les femmes qui effectivement se retrouvent à être auxiliaires de vie, etc., mais elles ont un imaginaire d'entrepreneuses. Donc elles pensent qu'elles vont réussir toutes seules. Elles ne voient même plus les inégalités sociales auxquelles elles sont confrontées et un système qui, de fait que ah mais tu peux t'investir autant que tu veux. Ta carrière, elle ne va pas progresser. Donc effectivement, les inégalités sociales, ça continue à être un déterminant du vote. Mais de manière étonnante, c'est plus le déterminant qu'on avait avant. Il y a d'autres facteurs, hein, effectivement, le public, le privé, il y a d'autres facteurs, la religion, il y a d'autres facteurs, effectivement, le niveau de diplôme, mais parce que ces variables-là sont aussi des variables qui sont en lien avec des positions sociales, mais également des systèmes de valeurs et des manières de mettre en avant certaines valeurs plutôt que d'autres. J'imagine qu'on va y revenir. Merci. Peut-être qu'avant de passer à la suite, on peut peut-être prendre une question, si jamais il y en a pour l'instant. Ça c'est pédagogique, ça c'est très très pédagogique. Bah, C'est la question. Ouais. Pour voir si tout le monde a compris. Oui. Moi, dans le bouquin de Vincent Tiberge, que j'ai surtout retenu, et c'est ce qui me paraît le plus intéressant, c'est que la majorité de la population en France n'est pas raciste, n'est pas homophobe, etc. Et qu'il y a un décalage très important entre la caste négative et la caste politique. Alors, je trouve que la conclusion elle n'est pas à la hauteur du travail, c'est-à-dire il faut que les gens y revotent. C'est un peu ce qui est dit quand même. Il y a une telle prise de légitimité, au moins du système de démocratie représentative, avec d'un côté les bourges qui veulent le faire sauter parce qu'ils n'ont plus envie d'être emmerdés par des règlements, et puis en face, voter pour quoi faire puisque rien ne change. Et donc, ce qui me semble intéressant à travers ce bouquin, c'est de réfléchir sur ce quoi faire et comment retrouver des moyens pour que des moyens d'expression et de partage pour que, alors j'ai employé le terme à la mode, pour que des alternatives puissent renaître. Sinon je vois pas je vois pas comment on va s'en sortir. Il y a Varane qui peut répondre maintenant. Enfin, en fait, tu peux y répondre maintenant. Je peux déjà lancer des trucs. Donc effectivement, quand on mesure dans le temps, donc il n'y a pas de droitisation par en bas, donc désolé pour le scoop, voilà, c'est le chapitre. Peut-être que tu peux résumer brièvement la thèse de ton livre pour ceux qui ne l'auraient pas lu ou qui ne l'auraient pas écouté. J'allais venir après, mais vas-y. Ok, donc je la résume brièvement. Il n'y a pas de droitisation par en bas. Les citoyens ne se sont pas droitisés en termes de valeurs. C'est-à-dire que, alors par droitisation, j'entends rapport à l'immigration, rapport au libéralisme culturel, c'est-à-dire à la place des femmes, des communautés LGBT, l'autorité, tout ça. Et puis la question de la redistribution de la place de l'État dans l'économie, de la volonté d'égalité contre le libéralisme économique. Et donc je le fais en synthétisant un nombre conséquent de séries de questions depuis les années 70, histoire de faire sérieux, y compris les baromètres que j'aime pas, les questions que j'aime pas, parce que quand on veut faire son boulot sérieux, voilà, il faut le faire sérieusement. Donc il n'y a pas de droitisation par en bas. Une fois qu'on a dit ça, premier chapitre, mais du coup on se retrouve dans cette situation, alors pourquoi les votes? Et donc c'est là où on revient effectivement à qui vote, qui ne vote pas, qui s'abstient, et comment, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je suis effectivement dans une... Vous avez raison de dire que la conclusion est un peu... C'est pas terrible, la conclusion. Parce que, en fait... Non, mais elle n'est pas terrible parce que j'ai quand même voulu que ça soit un bouquin scientifique. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur des données qui permettent au lecteur de faire son choix, de dire, bon, est-ce qu'il déconne, est-ce qu'il fait un boulot sérieux ou pas. Et quand on arrive au moment où, bon, que faire, je suis un peu ennuyé. Je suis un peu ennuyé parce que là, j'ai plus de données. Donc, il faudrait que je change de positionnement. Donc, il faudrait que je fasse un essai, quoi, que je me transforme parce que j'essaye de pas être. Bon, donc, mais ce qu'on peut dire, effectivement, d'abord, il y a un truc essentiel, et je pense que vous êtes collectivement symbole de tout ça, c'est que il y a ce qu'on nous dit de la société par en haut, et il y a ce que vous vivez de la société par en bas. Des librairies associatives qui vendent des bouquins bizarres, des comités, des assos, des réseaux, etc. Enfin, collectivement, la politique, elle existe parmi vous par en bas.
Alors bien sûr, il ne faut pas non plus être complètement utopiste. On sait que dans le champ associatif, il y a du burn-out militant. On sait que tout le monde n'a pas la même chance de participer à des assos et de se mobiliser. On sait qu'il y a des questions de dispositifs de temps. On sait par exemple que vous faites une réunion de quartier, mais étonnamment, c'est les catégories populaires qui ne viennent pas, c'est les familles qui ne viennent pas, et c'est vraisemblablement souvent des gens qui ont déjà des choses à défendre qui viennent. On sait qu'il y a plein de choses et plein de biais. Mais il n'empêche que collectivement, la société française, mais comme beaucoup de sociétés américaines, j'espère que la société américaine est encore là-dedans, a un nombre impressionnant d'anticorps, un nombre impressionnant de manières de faire collective, de faire avancer les choses, etc. Ce qui pose problème, c'est effectivement le champ politique professionnel et le champ politique professionnel national. Et là, il y a un souci. Et il y a un souci, et effectivement, c'est là où je suis très ennuyé. C'est pas que je veux que les gens reviennent voter. Je dis que si on veut les faire revenir voter, il faut que le vote ait un sens. Donc effectivement, il faut, en gros en France, plus qu'ailleurs, voter c'est uniquement élire. Et en plus c'est voter et élire dans un cadre culturel, enfin les élites politiques françaises ont en plus une fâcheuse tendance à considérer qu'ils valent mieux que les citoyens qui les élisent. Parce qu'ils font n'importe quoi, on leur propose de voter pour un traité constitutionnel européen, ils votent non. Qu'est-ce que ça serait si on leur demandait de se prononcer sur la fin de vie? Ouh là 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 là. Non, surtout pas. On va faire en sorte de créer des systèmes de décision plus opaques. Alors certains vont dire l'Europe, moi je dirais les communautés de communes. Comme manière de créer de la décision opaque, c'est quand même vachement bien. Voilà. Vous êtes contre ce qui se passe dans une communauté de communes en tant que citoyen, vous faites comment? Vous votez contre qui? Vous votez pour qui? Bon bref. Donc effectivement, on est face à une culture politique extrêmement élitiste, extrêmement descendante, et en plus avec une figure de tribun, de sauveur suprême, etc. Voilà, bref. Coucou, je suis Emmanuel Macron et je vais vous expliquer la vie. Mais bon, c'est pas que Emmanuel Macron, c'est effectivement notre système institutionnel qui est centré sur cette figure-là, quoi. Donc il y a plein de choses à changer, et donc si on veut que les gens revotent, mais peut-être qu'il faut leur donner l'espace pour le faire. Les référendums d'initiative citoyenne. Même, éventuellement, on peut faire une partagée correcte. Mais bon, on est mal barré. Donc un référendum d'initiative citoyenne, effectivement, ça peut faire des choses. Mais ce n'est qu'une des manières de faire. On voit bien que en ce moment, ça y est, on voit un certain nombre de responsables politiques se positionner pour la prochaine présidentielle. Mais les gars, vous vous rendez compte que... Ok, on finira peut-être par y aller les uns et les autres, mais c'est pas la solution. Comment on fait, effectivement, pour faire infuser tout ce qui se passe et toute cette capacité à se mobiliser sur des enjeux extrêmement différents, de manière extrêmement intelligente, dans le monde médical, avec les malades, dans le monde des aménagements urbains, locaux, etc., dans le monde de la participation citoyenne, dans le monde de l'écologie, qu'elle soit populaire ou pas. Enfin, comment on fait pour passer de ces 100 fleurs qui fleurissent à un truc qui aboutit à une plateforme politique? Et c'est là où, en tant que citoyen, j'ai des idées, mais je ne suis plus qu'un citoyen parmi d'autres, parce que ce n'est pas mon job. Et en tant que politiste, je me désespère, parce qu'on sait que les spécialistes des partis politiques l'ont hélas très bien montré. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de créer des partis personnels. C'est le concept de Rémi Lefebvre et de Frédéric Savicki. Des partis personnels, c'est grosso modo, je suis un leader, je suis un sauveur, je construis mon parti autour de moi et ma gueule, et c'est parti. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile à construire. Et quand vous y réfléchissez, Macron, c'est ça. Le RN, c'est ça. La LFI, hélas, c'est ça. Alors, donc j'ai pas de solution, je suis pas assez. Je fais du coup la transition sur le vif du sujet. Est-ce que du coup, finalement, tu as dit Vincent qu'il n'y avait pas de droit de cession par le bas. Est-ce qu'il y en a plutôt une par le haut, et notamment par la classe politique et par les médias, ou pas? Bon, la réponse est de plus en plus oui, et depuis que j'ai sorti le bouquin, il y a plusieurs travaux qui en fait permettent d'aller encore plus loin. Je vous suggère, c'est un truc citoyen génial, d'aller regarder le site data.ina.fr, et donc notamment qui vous permet de voir de quoi parlent les chaînes d'information continue. C'est génial pour comprendre effectivement ce que c'est qu'un champ médiatique qui va pas bien.
Et notamment, il y a alors, je vous donne les trucs, hein. Vous allez voir qui parle de wokisme dans les chaînes d'information continue, bah c'est CNews. Qui parle de francocide, ah bah c'est CNews aussi, dis donc. Qui parle de féminicide, bon la plupart du temps c'est les autres chaînes d'information continue, mais quand c'est l'affaire Philippines, là c'est CNews. Bon. Donc on voit bien qu'effectivement il y a un enjeu. Il y a un enjeu sur la manière dont ces chaînes parlent de la société. En plus, c'est assez fascinant parce que c'est un peu le réverbère et le reste du monde, quoi. Et le souci, c'est que ces chaînes, elles brassent finalement pas beaucoup de téléspectateurs. Quand on y réfléchit, CNews, donc c'est, je suis désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu, c'est 3,1% de part d'audience l'année dernière. Arte, c'est 2,8%. C'est marrant, on parle pas beaucoup d'Arte, quoi. Et puis surtout, c'est très loin derrière TF1, France 2 et voire même M6. Ouais, donc effectivement, on est quand même dans un truc très bizarre. Mais par contre, ça nous raconte des choses essentielles sur ce qui se passe dans l'interaction entre le champ journalistique et le champ politique. Ces news n'auraient aucun effet si on n'avait pas des médias qui partaient dans le suivisme, qui se mettaient à faire comme si c'était effectivement quelque chose d'important. Patrick Cohen, il y a 2-3 semaines, qui dit qu'il y a 10 millions de personnes qui regardent CNews. Je ne sais pas d'où il a sorti ça. Mais on voit bien, du coup, cet effet de fascination pour la bête. De la même façon, c'est des responsables politiques qui pensent qu'il faut à tout prix être visible sur ces chaînes. Et c'est là qu'il va falloir et qu'il faut porter le débat. Comment dire ? Vous êtes... imaginez un sociologue sur le plateau de l'heure des pros. Alors un vrai, pas Bob Côté, hein, un vrai sociologue. On est mort, on ne tiendra jamais. Mais c'est la même chose pour un député de gauche qui essaye de faire passer quelque chose. Enfin, c'est impossible. Mais pourquoi donner autant d'importance à cette chaîne? Pourquoi ne pas passer du temps? Vous êtes ministre du gouvernement, pourquoi vous passez du temps sur CNews et vous n'allez pas à Ouest France? Il y a beaucoup plus de lecteurs. C'est dingue quand même. Mais bon. Donc on est effectivement dans un moment très particulier. Et en fait, ça boucle aussi avec la manière dont, effectivement, la scène politique nationale se pense. Objectivement, enfin, beaucoup d'entre nous avons voté en juillet, dans des moments un peu sérieux. On n'a pas voté pour avoir les Républicains aussi haut. Vraiment pas. Bon, mais pourtant, ils sont là. Et ils savent ce que veulent les Français. Mais le truc vraiment impressionnant, c'est qu'on est revenu à business as usual. C'est-à-dire que vous prenez alors déjà, la notion de grands médias nationaux, c'est juste assez génial quand on regarde la taille des lectorats. Mais bon, prenez Libération, Le Figaro, et encore une fois, Ouest France, Sud-Ouest. Bon, bref. Mais pourquoi en est-on revenu à « il ne se passe rien chez les citoyens » ? Pourquoi en est-on revenu à ne traiter la politique que par le... Alors désormais on rajoute un peu l'Assemblée nationale et on met désormais un peu plus les commissions. Mais pourquoi on reste centré sur cette tête d'épingle sociologique? Les membres de partis en France, c'est 2% dans les enquêtes. C'est 2%. Alors je ne vous dis pas ceux qui en plus détiennent un mandat national. C'est une tête d'épingle sociologique. Et donc du coup, on se retrouve dans une situation où ce qui se passera à Tours n'est pas intéressant. Pourquoi diable un reporter de Libération irait à une foire aux associations tourangeaunes? Pourquoi? Il ira plutôt voir éventuellement un déplacement de Bruno Retailleau. Pourtant, il y aura beaucoup plus de citoyens dans la première section que dans la deuxième. Donc effectivement, on est aujourd'hui dans un effet par en haut. Et cet effet par en haut est énorme. Parce que le temps que vous consacrez à parler de l'immigration, puisque c'est le problème des Français, alors que beaucoup de sondages disent non, pas vraiment. Enfin, c'est le problème, effectivement, des électeurs de la droite et de l'extrême droite. De ce point de vue-là, c'est les mêmes. Mais il y a plein de gens qui voudraient entendre parler d'autre chose, mais vous parlez de ça, vous évitez de parler effectivement, des services publics, de leur recul sur le territoire. Vous ne parlez pas de l'école, vous ne parlez pas, effectivement, de la difficulté à accéder au transport, vous ne parlez pas du tissu économique. C'est autant de temps passer à autre chose. Et il y a un nombre conséquent d'acteurs qui ont besoin qu'on fasse ça. Qu'est-ce que le RN vraiment a à dire sur les inégalités sociales?
Qu'est-ce que le RN a à dire face au réchauffement climatique? Acheter des clims, ok. Mais c'est à peu près tout. Donc effectivement, vous avez un nombre conséquent d'acteurs qui veulent surtout pas qu'on parle d'autre chose, qu'on parle d'autres expériences, qu'on parle de trucs qui vont bien. Dans le train, j'étais en train de dire le travail d'une collègue qui bosse sur Logne. Logne, c'est un endroit où il y a notamment il y a plein de communautés de religions différentes, et ben elles se retrouvent sur la même esplanade, sur l'esplanade des religions. Il y a une mosquée, il y a un temple bouddhiste, etc. Et la mosquée a fait une quête pour ouvrir, pour qu'il y ait de l'argent pour ouvrir une synagogue. C'est marrant, c'est super intéressant. On va jamais en parler. Peut-être tu peux enchaîner sur la question suivante. Ok. Donc, sur les explications aussi de la droitisation, est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle finalement des mutations de l'emploi, du travail, et puis de la baisse du rôle des syndicats par exemple, et des sociabilités professionnelles? Oui, alors merci d'orienter la question vers le rôle des syndicats et des socialisations professionnelles. Je m'étais noté un petit truc, mais je crois que je vais y arriver de tête, mais c'est un peu ce que, peut-être en préambule, je m'aventure sur un terrain quanti, mais je m'appuie sur Tristan Haute, un collègue qui vient, parce que lundi on fait une journée de formation syndicale à Rouen, avec Tristan Haute, un collègue lillois, et donc comme c'est une journée de formation pour des syndiqués, enfin des salariés, lui il a regardé comment, en fait, il a des chiffres très précis sur le fait que, je pourrais pas vous dire de quelle enquête il les tire, mais j'ai lu ses résultats. C'est l'enquête de 2024. C'est l'enquête de 2024, et donc il montre bien que, en fait, le fait d'être syndiqué ne prémunit pas tant que ça de voter FN ou RN. Donc on va se dire, ah bon, c'est des acteurs pareil, on va les jeter avec l'eau du bain, comme les partis. Mais en fait, ce qui montre, c'est que il y a énormément de personnes qui se syndiquent sans être intégrées dans des collectifs syndicaux, et que, en fait, par contre, ce qui prémunit très fortement du vote d'extrême droite, c'est quand même d'être dans des activités, dans des collectifs syndicaux, etc. Et en fait, ce qu'on voit aussi, enfin moi, ce que j'ai vu sur le terrain, je pense que c'est, je reviens sur, voilà, sur un, c'est pas une tête d'épingle, c'est un endroit concret où, grosso modo, depuis les années 70, des responsables politiques giscardiens ont œuvré à contourner les grands bastions syndicaux de la région lyonnaise, et donc ont implanté, avec la DATAR, l'aide de la délégation à l'aménagement du territoire à l'époque, un parc industriel avec des activités logistiques, mais aussi avec la production dans l'industrie, des bases pour l'industrie pharmaceutique, de la sous-traitance pour l'industrie automobile, de l'agroalimentaire. Ça sentait toujours le pain de mie, parce qu'il y avait une usine Harris qui fabriquait du pain de mie, et puis à côté d'usines chimiques Céveso d'ailleurs, et d'une centrale nucléaire. Et donc en fait, sur ce parc industriel-là, c'était présenté comme une réussite économique, et le grand notable du coin, aristocrate de l'époque, avait fait passer par un polytechnicien une publicité dans l'honneur des polytechniciens en disant, venez vous chef d'entreprise, venez vous implanter dans ce territoire-là, vous aurez l'assurance d'une paix sociale. Et donc il y a eu ce mouvement, mais qui est à l'œuvre en fait dans le patronat français depuis les années aussi, depuis les implantations à Rennes, en fait, ou de contournement des bastions ouvriers, des bastions et de contournement des mobilisations syndicales. Et donc ils ont tenté si bien, enfin voilà, c'est bien que, alors là je remonte dans le temps, mais c'est bien que ces mobilisations syndicales, elles ont un rôle, et pas seulement un rôle d'avancée sociale, un rôle de transformation sociale et politique de la société. Parce que, en fait, moi, les gens que j'ai vu, quelques rares personnes qui votaient à gauche, qui allaient voter Mélenchon, alors pareil, dans le conseil municipal dans lequel j'ai enquêté, Mélenchon s'était présenté comme le pire que le couteau entre les dents, en fait. On m'a dit, ah, j'ai des extrêmes au conseil municipal et tout. Je me dis, ah, il va me lâcher qu'il a des gens qui votent pour Marine Le Pen. Non, il me lâche des gens qui vont voter pour même communistes à la limite. Je les ai dans mon conseil municipal. Donc voilà, bref. Mais ces gens-là, c'est des gens qui avaient connu des socialisations collectives dans des collectifs syndicaux. Et à l'inverse, les personnes qui travaillent et donc je viens à la socialisation par le travail, hein, moi à l'inverse, j'ai rencontré beaucoup de gens qui travaillent dans des entreprises. Alors soit c'est des entreprises sous-traitantes, et ils vont les présenter comme des entreprises familiales, et ils vont valoriser le fait que s'ils s'investissent dans ces entreprises, ils peuvent avoir des responsabilités, changer un peu de poste, passer chef d'équipe, etc. Donc il y a
une forme de naturalisation des contraintes économiques. Il faut faire vite les chantiers, il faut être sérieux, parce que sinon l'entreprise va perdre les contrats de sous-traitance. Il y a aussi une forme de... À l'époque, moi j'avais vu une forme de défiance des responsables politiques. On avait dit, bah voilà, la mesure de Sarkozy de défiscaliser les heures sup, c'était bien, ça permet aux entreprises d'aller bien, etc. La gauche veut revenir dessus. Donc il y a quand même aussi des formes de politisation très ancrées dans les transformations du monde du travail, du monde de l'emploi, où voilà, c'est de ne pas questionner voilà, toutes ces transformations-là, et en même temps de dire que l'Europe empêche de faire beaucoup de choses en France, et de dire que voilà, ça, à l'époque, un des personnes qui votaient pour Marine Le Pen me disait aussi, mais que vont faire les jeunes pour acheter leur maison avec les faibles niveaux de salaire, et puis que vont-ils faire pour leur retraite, en fait. Lui, il avait été pas en burn-out, mais en surchauffe au travail, parce qu'il faisait des prototypes, et il avait toujours, il me disait qu'il rentrait chez lui avec la boule au ventre, parce qu'il était technicien, mais à un moment, l'intensification du rythme de travail, voilà. Et du coup, il y a aussi beaucoup de jeunes dans ces territoires-là pour lesquels la réussite, c'est le passage à l'indépendance. Alors ça, c'est quelque chose qui est très classique dans les catégories populaires. On pense qu'on va s'en sortir. Enfin, en tout cas, c'est une manière aussi d'échapper à la précarité de l'emploi, mais avec des formes de surtravail et puis de fragilisation aussi. Voilà. Et donc, tout ça, ça se fait dans des endroits où, effectivement, il n'y a pas de défense collective. Et moi, j'avais vu un jeune qui me disait, oui, le délégué syndical, alors lui, il était dans une usine de la chimie où il y avait une implantation CGT. Lui, il avait eu des impayés de loyer, il avait eu des accidents de voiture, donc du coup, il avait une assurance auto très très chère, etc. Et donc, il s'était retrouvé dans un foyer dans lequel les travailleurs saisonniers de la maintenance nucléaire logeaient aussi. Et donc, lui, il disait, moi, je vais pas faire grève, le délégué nous écoute pas, etc. Mais du coup, on sent... Enfin, moi, j'ai senti un petit peu, j'en ai pas fait quelque chose de systématique dans mon travail, mais j'ai senti un petit peu cette façon dont, quand comment la privation, le fait de se dire que collectivement on ne peut pas agir parce que c'est l'Europe, c'est le grand patron, etc. Et à l'inverse, l'engagement un peu individuel dans là on va notre entreprise, le patron, il est local, c'est une entreprise familiale, on le connaît, donc on va soutenir, on va faire quelques heures sup, on va pas demander qu'elles soient payées, on va dépasser les horaires, la législation nous embête un petit peu, ne peut pas empêcher notre entreprise d'aller bien. Donc ça c'est très très fort. Et je voudrais du coup dire que le travail est aussi un lieu de segmentation et de discrimination suivant l'origine. Il y a l'enquête Théo, et il y a aussi le travail de Mathieu Hichou et Hugo Paletta qui ont montré qu'il y a un article mais la DARES a fait aussi, la DARES c'est un service statistique du ministère du Travail, donc on ne peut pas les accuser de ne pas être sérieux dans leurs données statistiques. Ils ont montré qu'il y a des écarts de salaire en fonction de l'origine ethno-raciale, et donc on sait qu'il y a des secteurs d'emploi dans lesquels l'emploi est segmenté, et objectivement quand on est blanc, il y a des intérêts objectifs à maintenir ça. Et donc en gros c'est dans les syndicats que peuvent se faire des luttes aussi contre ces collectifs, et ne pas à l'inverse naturaliser ou ces inégalités qui sont liées à l'origine, voilà, ces inégalités de salaire. C'est comme pour les inégalités femmes-hommes en fait, voilà, il n'y a pas de raison que les femmes aient des salaires plus bas, si elles ont des salaires plus bas. Donc voilà, il y a bien des pratiques discriminatoires dans les entreprises, etc. Et voilà, j'ai perdu un peu mon fil, mais j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Et juste quand on regarde du point de vue quantitatif dans le temps long, du coup on passe d'un monde où effectivement les peu diplômés, les employés, les ouvriers, du coup se socialisaient à la politique et au collectif et au nous, justement parce qu'il y avait des collectifs de travail. Et qui se retrouvaient à 14, 16 ans dans des entreprises où du coup ils allaient être formés, il allait y avoir de la solidarité d'atelier, et donc ils allaient comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, on se retrouve du coup dans une situation où, dans les années 70, on se disait de la classe ouvrière alors qu'on n'en était pas. C'était le cas des employés, c'était le cas des professions intermédiaires, et c'était assez impressionnant. Désormais, c'est l'inverse. C'est-à-dire que même les ouvriers ont du mal à se dire de la classe ouvrière. Alors par contre, les employés, les professions intermédiaires, pas du tout. Ils disent appartenir à la classe moyenne. Et vous voyez bien ce que ça peut produire en termes
de frustration en termes de mode de vie, en termes d'endettement pour atteindre effectivement ce qu'on pense être le mode de vie de la classe moyenne. Ça, c'est un réservoir effectivement aussi pour le RN, parce que c'est un réservoir à déclassement, c'est un réservoir à frustration. Autre chose importante, c'est que parmi les employés et les ouvriers, du coup, ils ont désormais moins de chances de participer à des manifs et des pétitions que des cadres dans les générations post-baby-boom et milléniales. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation où les catégories sociales plutôt favorisées culturellement sont celles qui votent encore, mais surtout sont des virtuoses des autres types de participation, quand les employés et les ouvriers sortent du jeu, y compris du mouvement social. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Après, on a quand même eu deux bonnes nouvelles. Les gilets jaunes, alors au début j'étais pas très pour, hein, ça doit être mon côté bobo, mais quand on réfléchit, quand on regarde les travaux, et là, il y a eu un nombre impressionnant de travaux sur les gilets jaunes, notamment ceux qui sont restés sur les ronds-points, ceux qui ont participé aux manifestations, au-delà des 3-4 premières. Et on se rend compte que progressivement, il y a eu une prise de conscience, et ce mouvement-là est un mouvement improbable. C'est des gens qui effectivement n'avaient pour beaucoup jamais manifesté, jamais pétitionné, jamais adhéré à une association, étaient plutôt effectivement des petits moyens pour un certain nombre d'entre eux, et donc auraient eu tendance à remettre en question notamment l'État, etc. Mais ils se sont mobilisés, ils se sont politisés. Et donc du coup, on voit dans les rares travaux, mais qui sont en train d'émerger sur la lecture des cahiers de doléances, que sérieusement, ces gens qui sont allés prendre la plume dans les mairies, qui ont pris la parole, etc., disent des choses d'un malaise social, disent des choses d'une volonté d'une autre société, disent peu de choses de l'immigration. Je dis ça, je dirais. Et puis on a eu aussi ce qui s'est passé au moment des débats sur les retraites. C'est assez impressionnant de se dire qu'il y a eu un nombre impressionnant de cortèges dans des villes. Habituellement, il n'y en avait pas. Il m'est arrivé de manifester chez vous. Il y avait du monde. Mais il m'est arrivé de manifester à Saintes. Riante bourgade dont je suis issu, mais grosso modo, il y a 20 000 habitants. Et bien, il y avait 2000 personnes dans le cortège. Et régulièrement. Mais surtout, ce qui était intéressant dans ce mouvement-là, c'est qu'on a commencé à entendre de nouveau parler de c'est quoi le travail et c'est quoi le rapport au travail et qu'est-ce qu'on attend du travail. Et donc, vous voyez, ça nous montre bien que les ferments pour autre chose, les ferments pour une réflexion, elles sont là. Ça nous montre aussi que des citoyens qui a priori ne sont pas des citoyens très compétents, très mobilisés, sont capables effectivement de réfléchir collectivement, horizontalement, et de proposer des choses qui sont loin d'être déconnantes et super intéressantes d'un point de vue démocratique. Voilà. Merci. Et justement, pour un peu embrayer là-dessus, est-ce que l'accès à la propriété, par exemple, a aussi un rôle sur le vote RN ? Merci. Alors c'est pas mon, c'était mon dada, l'accès à la propriété. Non mais l'accès à la propriété, il a un rôle, mais il a un rôle indirect ou enfin médié ou pas seul. En fait, c'est l'accès à la propriété dans toute une trajectoire. C'est l'accès à la propriété quand c'est l'accès à la propriété qui joue un rôle quand par ailleurs, ça c'est Sylvie Tissot qui le montre ou d'autres, il y a eu des décennies aussi de dévalorisation du logement social, il y a eu des décennies de dégradation des quartiers d'habitat social, il y a eu des décennies de discours de responsables politiques de droite pour dire que ce qui se passait dans que les quartiers c'est des zones de non-droit, que les quartiers, voilà, que c'est terrible, etc. etc. L'accès à... Alors moi, quelque chose que j'ai pas regardé en détail, mais il y a les enjeux de scolarisation des enfants, etc. Voilà, l'accès à la propriété, c'est pas juste parce que des gens deviennent propriétaires qu'ils vont se droitiser, mais ça prend sens dans à la fois un contexte national de valorisation de ce statut pour mieux dévaloriser les assistés, ceux qui se logent pas tout seuls, qui vont dans du logement social. Je rappelle que des offensives d'ailleurs très fortes de Macron ont été faites sur le logement social et le monde du logement social avec la baisse des APL ou la vente des logements HLM, etc. etc. Et puis la loi Kasbarian, les lois Kasbarian sur les associations qui luttent contre le mal logement voient que le logement est un des secteurs dans lequel c'est beaucoup attaqué.
Et voilà, alors, par contre, là encore, c'est pareil. C'est de la même manière qu'il y a eu des stratégies délibérées du patronat de contourner des endroits où vous pouvez y avoir, où pouvait s'être construit des solidarités au travail, ouvrière ou employé, enfin voilà. Il y a eu la volonté, des volontés politiques régulièrement réactivées, c'est aussi le travail d'Anne Lambert, de favoriser l'accès à la propriété. Alors, dans les années 70, Valéry Giscard d'Estaing disait, voilà, ce qui prémunit, on voit bien quand on va dans les pays de l'Est que les gens sont malheureux, et la France, c'est un pays de petits propriétaires. Il faut donner à chacun l'assurance. Anne Lambert avait un extrait de Giscard d'Estaing qui était très, très parlant là-dessus. Il faut donner à chacun, c'est comme une forme d'assurance sociale individuelle en fait. Donc il faut individualiser. Enfin voilà, si on est propriétaire de sa maison, on peut avoir des petites retraites. Par contre, si on est locataire, voilà, c'est plus compliqué. Donc il y a comme ça, et Nicolas Sarkozy avait lancé le tous propriétaires. Voilà, donc la maison à je sais pas combien d'euros par jour de Jean-Luc Borloo, enfin il y a eu plein de tentatives comme ça. Par contre, ça achoppe aujourd'hui sur les conditions économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les catégories populaires ne redeviennent pas massivement propriétaires comme ça l'a pu l'être dans les années 80. Parce que précarité de l'emploi, allongement de la période d'insertion, d'accès aux emplois stables. Voilà, et puis ce modèle, il tient parce que, alors ce que m'avait dit aussi un petit peu Sylvie Tso sur mon livre, il tient parce qu'il est adossé au modèle familial, hétérosexuel, de couple biactif avec des enfants, voilà. Et donc, pour revenir là-dessus, par contre, l'accès à la propriété, il est aussi approprié dans des stratégies dont j'ai parlé tout à l'heure, au niveau local. Alors, c'est pas forcément institutionnalisé, mais voilà, de contrôle du peuplement. Et il y a des collègues, notamment politistes ou géographes, enfin, Valérie Salvala, Fabien Desage, Christelle Morel-Journel, je ne sais pas si je joue bien Christelle Moteur, qui ont été parmi les premiers à réfléchir sur ces politiques de peuplement. En France, c'est un tabou. Aucun politique ne va vous dire, aucun responsable politique local ne va dire, je cherche à contrôler le peuplement, enfin une politique de peuplement, enfin voilà. Et en même temps, ça existe. Les logements sociaux, quand ils gèrent les attributions, ils gèrent les risques locatifs. Donc ils se disent, il ne faut pas qu'on concentre trop de ménages de tel type. Ou à l'inverse, là, ce segment du parc, il est très dégradé, donc c'est pas grave si on met des familles dont on sait que, voilà, qu'elles pourront poser problème, etc. Et puis, je suis en train de perdre le fil, je suis trop longue. Et puis il y a des élus locaux, Fabien Desage l'a montré, dans des communes périurbaines. À partir du moment où il y a des législations et où il y a eu des pressions pour que, par le biais des intercommunalités d'ailleurs, pour qu'il y ait des plans locaux de l'habitat et pour qu'il y ait il y a eu des urbanistes, etc., qui ont dit, voilà, le parc local de logement, y compris des entrepreneurs qui disent, s'implanter dans un territoire où le parc de logement, c'est à 80% des propriétaires occupants, il n'y a pas assez de locatif privé, il n'y a pas assez de locatif social, parce que nous, on ne peut pas embaucher des gens sur des statuts précaires et puis voir qu'ils habitent à la trop. Donc, l'endroit où j'avais étudié, dans la structure intercommunale, il y avait l'idée il faut construire un petit peu de locatif social. Mais ça, c'est ensuite contourné, ou c'est ensuite, comment on pourrait dire, repris en charge par des élus locaux qui, du coup, vont se mettre en lien avec le bailleur pour dire, ok, on donne du foncier pour construire des logements sociaux, mais ça va plutôt être des logements sociaux pour des jeunes de la commune, etc. Il y a des stratégies de préférence communale. On va attribuer ces logements sociaux-là à des familles qu'on connaît déjà, qui sont déjà sur la commune, peut-être plutôt à des familles blanches qu'à des familles racisées. Voilà. Et donc voilà, c'est pas l'accès, c'est toutes ces inégalités dans le domaine du logement qui se creusent comme une grande partie d'inégalités en France, voilà, qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui donnent prise ou qui peuvent donner lieu aussi à des mobilisations. Et c'est ces mobilisations-là qu'il faut combattre. Alors après, le tissu associatif militant dans des territoires périurbains, il n'est pas forcément très grand, mais dans des villes, il y a des mobilisations. Dans des espaces ruraux, il y a on en parlait tout à l'heure, des logiques d'accueil de migrants, etc. Donc voilà, c'est ces choses-là dont on ne parle jamais, en fait, non plus. Si, sauf quand un petit patron de boulangerie va faire une grève de la faim pour que son apprenti ne soit pas expulsé, mais c'est pas forcément dans tous les médias qu'on en parle. Voilà. Donc le statut du logement, c'est pas ça qui conduit directement au vote, mais ne pas perdre de vue que quand même les logiques de racisme, elles sont structurelles, elles traversent la société française et elles traversent aussi toutes les couches sociales, c'est-à-dire les couches sociales aisées qui peuvent choisir leur lieu avec plus de latitude leur lieu de résidence, qui peuvent
essayer de contrôler le voisinage et là où leurs enfants vont être scolarisés, etc. Et puis des catégories populaires un peu quand même stabilisées, qui ont quelques moyens économiques et qui vont chercher à se reproduire dans le temps. Enfin, moi, ce que je voyais. Et les deux sont pas du tout incompatibles. C'est-à-dire que moi, ce que je voyais, c'est que ces tentatives de contrôle du peuplement et de contrôle de l'entre-soi, elles sont aussi basées sur des formes de scandalisation un peu sur la base des inégalités, en disant les jeunes couples qui sont biactifs, ils se voient refuser un prêt par la banque parce que c'est pas possible. Et donc, on veut les favoriser. En tout cas, du coup, on accepte encore moins qu'il y ait des ménages de classe moyenne, ce qu'on disait au début, racisés, qui s'installent dans la commune. Et donc on va contrôler parce que pour déposer un permis de construire, il faut passer en mairie. Donc les maires, les adjoints aux maires, ils ont des formes de ils peuvent exercer des formes de contrôle limitées, partielles, mais ils peuvent exercer des formes de contrôle sur le peuplement. Et Félicien Faury en parle beaucoup sur la manière aussi dont les électeurs du RN vont craindre aussi une dévalorisation de la valeur de leurs biens si le voisinage se transforme. Et donc ça dit aussi des choses sur la manière dont le racisme se retraduit sur des questions économiques. Se traduit très bien. C'est un peu la même chose que s'accaparer. C'est un peu la même chose que sur les questions hommes-femmes. Les hommes vont s'accaparer tous les postes à responsabilité les mieux rémunérés. Et à l'inverse, là, moi, les gens que j'ai vus, les familles originaires du coin vont chercher à s'accaparer les terrains parce qu'il y a moins de foncier. Le zéro Laurent Wauquiez est vent debout contre le zéro artificialisation nette. On peut, donc les questions du logement sont aussi. Et je rajoute juste une petite insiste parce que j'ai oublié ce que j'avais en tête tout à l'heure sur les syndicats. C'est que j'ai entendu Nicolas Renaï présenter son bouquin cette semaine et donc lui, jusqu'au bout des militants ouvriers de Peugeot à Sochaux-Montbéliard, il montre bien comment ces ouvriers à la retraite prennent soin les uns des autres. Donc il y a aussi la logique de comment des hommes ouvriers prennent soin aussi, se mettent dans du soin du care, dans un collectif vraiment. Et il évoque le cas d'un ouvrier Hamid qui est d'origine tunisienne. Et en filigrane, il évoque cette question de l'intégration dans les luttes sociales et dans les luttes syndicales de personnes directement issues de l'immigration qui là ont été surexploitées dans les usines. Et donc pour tout à l'heure parler des syndicats qui sont des acteurs qui permettent de lutter contre le racisme structurel de la société et du monde du travail. Et pour quand même avoir un petit peu d'espoir sur le sujet, sur le terrain des valeurs et sur l'offre politique, est-ce qu'il n'y a pas quand même des nuances entre l'offre politique locale et nationale? Comme tu l'as dit, on a des partis un peu superstars aujourd'hui, avec vraiment un mode d'action national, comme le RN, comme En Marche, comme LFI, mais qui pour le coup, on le voit, n'ont pas beaucoup d'élus locaux par rapport aux partis comme le PS, comme LR, comme les écologistes même un petit peu. Je ne sais pas si c'est dans les partis qu'on va trouver un espoir, même au niveau local. Il faut bien avoir en tête que probablement quand on travaille sur la sociologie des partis, et je pense notamment à une très belle thèse, alors je vous conseille pas de la lire, elle fait 900 pages. C'est écrit petit et c'est super bien, mais bon, Pierre-Nicolas Baudot a fait une très très belle thèse sur l'EPS et la question immigrée, des années 70 jusqu'à 2010. C'est une somme, c'est génial. Mais ce que raconte quand même, ce qui est terrible, c'est que les partis en France, à part le PC à certains moments, ne sont que des partis microscopiques d'un point de vue sociologique. C'est-à-dire qu'il y a des partis notables, alors ça ils sont plutôt à droite, le PS a essayé d'être un parti société, mais c'était le PC, et surtout on se retrouve aujourd'hui avec des partis qui sont des partis d'élus et de collaborateurs d'élus, et notamment de collaborateurs et d'élus locaux. C'est-à-dire que quelque part, le PS n'est pas forcément une société ouverte. ELV n'est pas forcément une société aussi ouverte qu'on le pense. Surtout, ELV, c'est tout petit par rapport au monde des associations qui travaillent sur l'environnement. Lors de la primaire qui a élu Marie Toussaint l'année dernière, on est à 11 000 voix. France Nature Environnement, c'est 600 000 adhérents revendiqués. Voilà. Donc, et pourtant, c'est le parti qui, a priori, est le plus horizontal, et le parti qui, a priori, est le plus en connexion avec le monde des associations. Et semble-t-il, c'est un petit peu tendu sur la campagne du congrès à venir, sur l'ouverture et la possibilité, effectivement, de faire du débat. Donc, vous voyez bien que même ELV se retrouve dans cette situation-là.
Donc, un des soucis, effectivement, aujourd'hui, c'est que cette forme partisane est une forme qui attire certaines personnes, mais pas forcément toutes celles qu'on voudrait. À Sciences Po, dans les IEP, on a plein d'étudiants politisés. De mon temps, moi, ils voulaient rentrer dans les différents partis. J'avais testé le PS, on m'a dit, mais t'es de quel courant? Je n'ai rien compris à cette histoire, j'étais jeune. Voilà. Mais désormais, nos étudiants, qui sont d'ailleurs majoritairement des étudiantes, elles partent dans les assos. Parce qu'elles pensent que c'est dans les assos qu'on fait quelque chose, pas dans les partis. Donc, effectivement, il y a un vrai souci. Il y a eu la tentative, notamment autour de Podemos, de créer un parti qui recréerait du lien avec la société, qui permettrait à des citoyens d'interagir avec les élus, etc. Et on voit bien combien il est dur de maintenir pendant longtemps un engagement de citoyens qui ne sont pas eux-mêmes des élus, qui ne sont pas eux-mêmes au quotidien à suivre ce qui se passe. Donc, ce que certains appelaient la loi des reins de l'oligarchie, et donc effectivement, dans une assoce comme dans un parti, ceux qui sont tout le temps là ont tendance à devenir une élite et à prendre le pas sur les autres. Et donc, c'est pour ça que je parle énormément de cette culture politique, c'est-à-dire que vraisemblablement, ça changera quand on aura des élus qui comprennent que les citoyens, c'est pas des empêcheurs de gouverner tranquille, c'est juste le principe sur lequel il faut se retourner. Du coup, c'est compliqué parce qu'il va falloir effectivement se retrouver dans une situation où on est capable d'ouvrir ces partis qui, de fait, n'ont pas vraiment envie de le faire. Or, et c'est pour ça que je parlais de Pierre-Nicolas Baudot, Baudot parlait du PS, le moment où le PS a le plus réfléchi, c'est le moment où, dans les années 70, il était dominé par le PC et qu'il avait besoin d'aller chercher des ressources, notamment des ressources idéales, des ressources programmatiques dans les assos, et là, il y allait. Mais je ne sais pas, il y a beaucoup d'associatifs sans doute dans cette salle. Combien sont consultés par le PS du coin? J'aime ce silence. Donc voilà, bien sûr que la scène locale est une scène intéressante parce que c'est une scène qui peut se décliner de plein de manières. Bien sûr qu'il y a des élus qui essayent de faire de la participation et réfléchir à la participation. Mais vous en avez d'autres qui vont vous faire des réunions de quartier où ils vont grosso modo expliquer le monde à des citoyens et puis ça va s'arrêter là. Donc la scène locale n'est pas exempte de toute cette logique de domination de la scène nationale. Donc il va falloir bouger, quoi. Non, je pense qu'il faut peut-être qu'on discute plus. Enfin, en tout cas, moi, sur cette question-là, j'ai pas de billet. Et peut-être un peu, pour faire suite à la QED, il y avait une question, pardon, oui. Non, mais par rapport à ce que je voulais dire sur les marques, la première chose, notamment dans votre bouquin, mais même ce que vous avez, les chiffres que vous avez donnés sur les médias, tout ce débat sur l'influence des médias sur la population en France, c'est dans des cercles très restreints. Et justement, les Gilets jaunes ont montré, enfin moi je parle des Gilets jaunes à tour, ou du moins une partie, alors c'est plus ou moins bien formulé, mais les gens ils ont parfaitement compris à quelle sauce ils sont bouffés, et vous ne pouvez pas leur raconter des conneries. Ce qui, moi j'en déduis que, et j'en viens à ma question, que le discours proposé par les partis politiques, quel qu'il soit, par exemple, vous prenez le PS, mais même le PC, enfin je veux dire, ils ont participé à la banalisation du Front National. Enfin, Mitterrand parlait de seuil de tolérance. Mauroy disait que les grévistes à Talbot étaient manipulés par les ayatollahs de l'Iran. C'était un délire pas possible quand même, hein, je veux dire. Donc, pourquoi aller encore chercher de ce côté-là? C'est, bon, amusez-vous dans votre coin, enfin, un peu comme les piqûres avec les dieux. Amusez-vous dans votre coin et nous on va faire notre vie. Je pense que, parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Surtout que quand on regarde l'évolution du capitalisme, parce que c'est bien de ça dont il faut aussi parler, parce que c'est quand même ça le moteur, enfin, un des moteurs, ils sont vraiment plus vers des penchants démocratiques. Depuis 2022, au moins on est sûr, Macron, il n'a de cesse que de briser la légitimité du système parlementaire et du Parlement en tant que tel. Il fait que ça. Bon, alors 2024, là c'est l'apothéose.
Certains ont appelé ça un coup de force, moi j'appelle ça un coup d'État. C'est allez vous faire foutre avec vos élections et que c'est moi qui l'ai demandé. C'est ça que dit Macron, ça s'appelle un coup d'État et je rappelle qu'en 1958, il n'y a pas eu besoin de l'armée pour que De Gaulle fasse son coup d'État. Il n'y a pas toujours besoin de l'armée, des fois ils arrivent à se démerder autrement. Donc, la question c'est comment on s'organise pour réfléchir en dehors de ce schéma-là. C'est ça, moi, qui me paraît le plus important. Alors ça, il va falloir que vous y réfléchissiez sur la scène tour et la tour. Mais pour aller dans votre sens, sur plusieurs points, un des trucs qui m'exaspère le plus dans le discours sur les citoyens, c'est de penser qu'ils sont incompétents, manipulés, manipulables, etc. Moi, j'y crois de moins en moins, mais je sais pas, il n'y a pas que moi qui y crois de moins en moins, en fait. C'est ce que montre très bien, en fait, un sociologue américain qui s'appelait Ronald Inglehart et qui parlait déjà de mobilisation cognitive à propos des boomers. À un moment où, effectivement, il y avait une explosion vers le supérieur. Aujourd'hui, on est face à des générations qui arrivent au bac à 80% et 50% ont fréquenté le supérieur. Et en plus, des générations qui, de fait, vont se retrouver avec des capacités de s'informer énormes. Internet, c'est pas que les réseaux sociaux décérébrants, c'est aussi la possibilité, effectivement, d'accéder à de l'information, d'accéder à des bouquins, d'accéder à ce qui se passe ailleurs. Quand on a envie de le faire, ils ont désormais la capacité de le faire. Donc, effectivement, on a un nombre impressionnant de citoyens qui font citoyenneté à côté, sans les partis, sans le vote. Simplement, il faut bien avoir en tête que ces citoyens qui vont faire politique à côté et qui font probablement une politique géniale, qui réfléchit sur plein de choses, qui se déconstruisent en tant que mec, que nana, se déconstruisent en tant que non racisés, enfin voilà, qui travaillent sur eux-mêmes. Mais à côté, il reste encore un système centralisé, avec un président qui peut décider, avec des partis qui cherchent à être élus, et avec des gens qui continuent à voter. Et donc c'est là où j'ai de la sympathie pour ceux que j'appelle les démissionnaires. C'est-à-dire que je comprends très bien pourquoi on ne va plus voter automatiquement. Parce que voter, c'est nécessairement converti en soutien pour un parti, et c'est pas ce qu'on veut. C'est pour ça. L'abstention, pendant longtemps, c'était une logique de domination, c'était les moins compétents, etc. C'est plus le cas. Il y a un nombre impressionnant d'abstentionnistes qui savent très bien pourquoi ils sont abstentionnistes. Et qui, en faisant ça, disent « voter, ça suffit plus, je ne veux pas m'en remettre à un élu pour décider pour moi, etc. » Simplement, il y en a qui restent connectés. Et ceux qui restent connectés, c'est des boomers conservateurs, riches. Et donc, clairement, j'aurais pas dit ça il y a 20 ans, hein. Mais aujourd'hui, l'évolution démographique et les différentiels de participation font qu'effectivement, la droite et l'extrême droite bénéficient des évolutions démographiques. À rebours du renouvellement générationnel, parce que les jeunes votent moins, à rebours de l'élévation du niveau de diplôme, parce que ceux qui devraient voter de manière automatique ne le font pas, parce que justement, ils sont bien... Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, effectivement, le vote est de moins en moins légitime. Il y a scission entre ce que j'appelle les électeurs et les citoyens, mais ils s'en foutent à droite. Sérieusement, l'important pour eux, c'est d'être élus et de gouverner. Et sérieusement, c'est pas beau ce qu'ils peuvent nous faire. Vous voyez, je pense qu'il y a eu, dans l'histoire de Trump, on a tendance à se rappeler, ouais, jamais un candidat républicain depuis George Bush, même pas, George Bush avait eu autant de voix, il a eu plus de votes, il a gagné le vote populaire. Enfin, il y a 1,5 million de voix d'écart avec Kamala Harris, et il y a surtout 10 millions d'électeurs démocrates qui ont disparu. Bon, ben on se retrouve quand même avec Trump. Et en théorie, la Constitution américaine donne moins de pouvoir au président américain que le président français. Là, je dis ça. Donc on peut faire politique à côté, mais si elle nous rattrape, on n'est pas dans la merde. Peut-être qu'on peut passer aux questions, sauf si je vous lance sur Trump. Je crois que peut-être passe le micro, peut-être parce que c'est beaucoup. Ouais, pour tout le monde. Non, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est magique. Bonsoir. Merci beaucoup. J'avais 15 questions, mais je n'en ai posé qu'une seule. Je suis d'accord par contre sur la réaction sur le vote, ça nous embête, mais bon, de facto, vu que les fachos ils comptent là-dessus pour gagner et qu'ils vont probablement gagner par ça, on est bien obligé d'y passer, quoi.
J'avais plusieurs questions, mais j'ai resté sur le vote des jeunes. Est-ce que, alors je ne sais pas si on a les données sur désormais l'élection de 24 sur les législatives. Est-ce qu'on sait si la surmobilisation qu'il y a eu, c'est une surmobilisation il y a une surmobilisation des jeunes, ou est-ce que tout le monde s'est surmobilisé et au final, en fait, cette surmobilisation ne change pas le résultat? Genre, par exemple, des abstentionnistes d'extrême droite ont voté, donc du coup, on n'a pas de différentiel. Est-ce qu'on sait s'il y a un survote des jeunes et s'il y a un survote des jeunes à gauche? Enfin, je crois qu'on le sait, mais... Et sur une autre question, est-ce que, même si les valeurs, on voit qu'elles sont de plus en plus à l'ouverture, il y a un discours médiatique sur un gap genré. Est-ce qu'il se vérifie? Est-ce que, je caricature un peu, mais les jeunes hommes hétérosexuels, par une forme de réaction masculiniste, vont voter de plus en plus pour des candidats qui surjouent cette masculinité? Et alors là, ça va de Mélenchon à Zemmour, à Macron, hein, sur le rapport à la masculinité dans la politique. Dans les jours, merci. Tu veux que j'en prenne d'autres, par exemple? On peut peut-être en prendre plusieurs. Ouais. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, on en prend plusieurs. Et... Oui, j'avais une question qui est vraiment une question sur... en sociologie, vous avez parlé à plusieurs reprises de la conscience triangulaire de Schwartz, mais en lisant Benoît Coquart, en fait, on se rend compte que on retrouve bien cette dimension par le bas, la pointe du bas de la conscience triangulaire, le rapport aux assistés, entre guillemets, mais on a du mal à retrouver la conscience triangulaire par le haut, et notamment il y a beaucoup de descriptions d'une espèce d'alliance de classe ou d'alliance avec l'aristocratie locale dans les propos de Coquart. Donc je me demandais si en sociologie des classes populaires contemporaines on retrouvait cette conscience triangulaire par le haut. Peut-être encore une ou deux. Donc je vais sûrement rejoindre la question qui a été posée précédemment. Ma question concerne la place des jeunes dans ce processus de droitisation ou de non-droitisation. Arte avait publié un documentaire intitulé « La jeunesse n'emmerde plus le Front National ». J'ai l'impression que les partis ont ne sont pas sur un pied d'égalité avec notamment au niveau de la communication pour les jeunes. Quelle est la relation des jeunes et la place des jeunes dans ce processus? Peut-être un premier tour de réponse. Ok, alors je te laisse la conscience triangulaire et Benoît Coquart. Donc le bloc jeune. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une surmobilisation des jeunes entre les deux tours. Il y a eu une surmobilisation très clairement et elle vient de la gauche. C'est-à-dire que, grosso modo, si on prend au sérieux les modèles qu'a proposé notamment Ipsos Cluster 17 sur qu'est-ce qui se passait en cas de second tour, vous êtes un électeur de droite, vous avez un second tour NFPRL, qu'est-ce que vous faites, vous êtes un électeur de gauche, etc., etc. Si on prend ce truc-là au sérieux, on aurait dû voir une baisse de la participation au second tour. Notamment venant des électeurs du bloc central et du bloc de droite. C'est-à-dire que face à un deuxième tour RN contre NFP, ces électeurs avaient tendance à s'abstenir. Donc ils se sont vraisemblablement abstenus. Et ça veut donc dire que non seulement il y a eu une première lame auquel on ne s'attendait pas en faveur du NFP, mais il y a eu une deuxième lame, là, clairement, contre le Rassemblement national. Et donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Le premier tour, à mon sens, est un premier tour anti-Emmanuel Macron. Le deuxième tour est un deuxième tour anti-Jordan Bardella. Et donc ça montre, effectivement, que dans un temps de campagne extrêmement court, j'adore rappeler que dans le même temps, il y a eu une dissolution au Royaume-Uni et les gars, les travaillistes disaient mais cette dissolution, vous ne nous laissez pas assez le temps de la campagne, c'est antidémocratique. Eux, ils avaient 2 mois. Nous, on avait 4 semaines. Donc quand même, ça dit des choses qu'il ne faut pas oublier. Je pense que ce qui s'est passé, notamment dans la capacité à se mobiliser lors de cette dernière semaine, dans les collectifs syndicaux, les assos, les citoyens, etc., est juste impressionnante. Et on n'a pas assez d'instruments pour le montrer. Donc ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Effectivement, si je reviens à la question des jeunes, et puis ça me permet de passer sur les masculins, plus une génération est récente, moins elle est xénophobe.
Et c'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, quand on prend, c'est dans le chapitre 1, quand il y a une petite courbe de tolérance tout en haut, on voit la jeune génération, et on pense que c'est juste une génération parmi d'autres. C'est 31% d'un échantillon aujourd'hui. 31% des gens qui sont nés en 1987 et après. Ça représente quasiment un tiers des gens en âge de voter aujourd'hui en France. Simplement, effectivement, ils vont moins souvent aux urnes. Donc ce 31, avec un taux de participation d'environ 50%, ça fait qu'il ne pèse plus que, grosso modo, 16% de la population, enfin 16% des urnes, quoi. Et donc, très clairement, dans ces générations-là, la progression est assez impressionnante, mais ça ne veut pas dire qu'elle est homogène, comme dans tous les groupes sociologiques. C'est-à-dire que les ouvriers, c'est hétérogène, les jeunes, c'est hétérogène aussi. Et c'est hétérogène, et ça veut dire que parmi eux, il y a effectivement des endroits attirés notamment par le RN. Et effectivement, alors semble-t-il, et c'est pas typiquement français, ça se retrouve aux États-Unis, ça se retrouve en Allemagne, il semble effectivement que les jeunes mecs peu diplômés, donc en gros les perdants de la compétition scolaire, ces jeunes perdants de la compétition scolaire remis en question en tant que jeunes mecs dans leur rapport notamment hétérosexuel aux filles, effectivement, ça soit un facteur de polarisation et de polarisation en faveur de l'extrême droite. Donc ça interroge. Ça interroge, et dans le même temps, et c'est une vraie question de sociologue, est-ce que c'est un effet cicatrice qui va durer dans le temps, ou ça va finir par s'estomper? Je ne sais pas encore, et on ne peut pas savoir. Mais effectivement, on voit bien que désormais, la politique se joue aussi dans les relations entre les filles et les garçons de ces générations. La place des jeunes dans la politique, la plupart du temps, ils n'en ont rien à foutre. Enfin, c'est pas que les jeunes ils n'en ont rien à foutre, c'est que les politiques en ont un peu rien à foutre. C'est-à-dire que, objectivement, quelque part, ils préfèrent miser sur les boomers. Hein. Voilà, ce qui est logique. Et ils préfèrent effectivement... Enfin, les jeunes, c'est pratique pour les mettre en arrière-plan d'un meeting, mais c'est rarement... on les prend rarement au sérieux. Il suffit de voir ce qui s'est passé sur les politiques de jeunesse des gouvernements Macron et autres. Pardon. Sur la politique de soutien aux étudiants, sur la politique d'accompagnement. On devrait miser sur les jeunes, mais c'est pas ce qu'on fait. Pardon. Je n'ai pas répondu à tout. Sur la conscience triangulaire. Oui, sur la conscience sociale triangulaire, merci pour cette question. Alors, et c'est vrai que Félicien Faury revient. Il doit y avoir un effet quand même peut-être de génération ou de territoire. Moi j'avais des enquêtés qui désignaient quand même un peu les riches ou ceux qui... Voilà. Ce que montre Benoît Coquart et Félicien Faury, c'est qu'effectivement, on va plus... dans cette conscience sociale triangulaire, au départ, la conscience sociale, c'était le eux et nous de Hogarth, etc. Et c'était eux, nous, les travailleurs, les classes populaires, et eux, c'était les médecins, les enseignants, etc. Et donc, effectivement, Félicien Faury le dit dans son ouvrage, on va plus stigmatiser des personnes qui percevraient indûment des aides sociales parce qu'il faudrait qu'ils travaillent, plutôt que des personnes qui vont rouler avec des voitures de luxe, etc., parce qu'ils ont réussi. Voilà. En même temps... voilà, moi j'avais quand même des formes de... Et en même temps, il me semble que effectivement ce modèle de la conscience sociale triangulaire, il reste quand même très, très fort, parce que c'est quand même très rare de ne pas avoir de forme de rejet, enfin voilà, il y a des rejets de Macron, etc., enfin des élites. Et je pense aussi que ce modèle, on aurait intérêt à le spécifier un petit peu en fonction de là où du poids respectif du capital économique et du capital culturel. Et je me souviens d'un congrès de l'Association française de sociologie où j'avais entendu une équipe autour de Delphine Serre, il y avait comment s'appelle-t-elle, Fanny Darbus. Ils ont travaillé sur le panel Ellipse et ils montraient sur une tablette, c'était une enquête faite par une tablette, et ils montraient quelle figure vous avez envie de rejeter. Ils montraient des photos, c'était pas des questions. Et ils montraient, donc je me souviens de leur présentation orale de ce résultat-là, ils avaient montré une photo d'un mec avec un attaché-caisse, enfin genre cadre, et puis une photo d'un instituteur ou d'une institutrice, et puis une photo, peut-être, je sais plus, un autre modèle de cadre un peu dirigeant. Et le rejet le plus massif, c'était pour l'instituteur. Et donc, pour l'instituteur ou l'institutrice, la figure éducative de... Et donc, Félicien Faury le dit beaucoup dans son ouvrage. C'est-à-dire que
le ressentiment vis-à-vis d'un système scolaire qui va, étiqueter comme, qui va... l'idée que le système scolaire forme des gens qui après, moi j'avais vu un ouvrier d'EDF qui disait, bah voilà, les managers, moi j'ai un petit carnet, je note leurs mots débiles, leur vocabulaire qui me font rigoler. Donc voilà, c'est ce rejet des gens qui maîtriseraient les choses par le langage, par le capital culturel, alors que ceux qui réussissent économiquement, qui ont des belles maisons, qui sont à la tête d'entreprises, qui font travailler... donc il y a quand même quelque chose, il me semble, qui se joue du côté alors qu'en même temps, on est dans une société où, de fait, il y a de plus en plus d'égalité femmes-hommes, peut-être quand même dans certains, et il y a de plus en plus de classes d'âge qui vont loin dans les études. Mais le système scolaire, c'est une élimination différenciée. Enfin, c'était un article d'un acte de la recherche. Il ne cesse de créer des hiérarchies, en fait. Et donc, même si les gens y restent longtemps, ils peuvent nourrir un ressentiment très grand. Donc, il me semble que la conscience triangulaire, à l'égard, justement, c'est tout le succès médiatique. Alors, pareil, on ne mesure pas vraiment dans les faits, mais la figure des bobos. On va pointer les incohérences de gens, de cadres qui vont peut-être bien trier leurs déchets, mais voyager en avion, et donc ça parle. Enfin, il y a quelque chose que j'avais retenu, c'est que, pour terminer là-dessus, dans cette conscience sociale triangulaire, chez moi, les gens qui votaient RN, ils disaient on supporte pas les donneurs de leçons. Ils disaient par exemple le PS, regardez, dans le bourg du coin, le PS, ils vont faire des grands discours sur l'antiracisme. Mais en fait, dans le bourg du coin, l'élu local, qu'est-ce qu'il a fait, l'élu local PS? Eh bien, il contrôlait les pas de commerce qui étaient vides pour ne pas avoir trop de kebabs dans son centre-ville. Donc lui aussi, il met bien en œuvre un racisme en acte, en fait. Enfin, ça c'est moi qui le dis. Mais en gros, moi, mon interlocuteur qui votait pour Marine Le Pen me disait, regardez, le PS, ils savent bien que ça crée des problèmes s'il y a trop de kebabs dans le centre-ville du bourg. Et donc, en fait, par contre, ils n'assumeront jamais. Et donc, cette idée des beaux parleurs, des gens qui... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient un rejet massif de Sarkozy à la fin de son mandat, parce qu'il disait, en fait, il nous a méprisés avec sa Rolex, et puis il avait une posture de beau parleur sur une inflexibilité face à la délinquance, et finalement, il ne l'a pas tenue. Donc, je pense que cette conscience sociale, effectivement, c'est à nuancer, c'est un modèle à adapter, qui nous aide vraiment à voir justement, dans votre question, on voit des choses, on voit des différences, et donc c'est pas un modèle qui s'appliquerait comme ça, mais qu'on peut faire travailler sur différents terrains. On a le temps pour d'autres questions? Oui. Peut-être 2 ou 3, et puis... Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui préfère Pensez-vous, on ne va pas vous manger. Alors, en attendant, moi j'en ai une qui touche plutôt au travail de Vincent. Ton éditeur a décidé, après avoir renoncé à la publication d'un livre intitulé Face à l'obscurantisme woke, qu'ils allaient maintenir la publication de cet ouvrage qui est signé par un certain nombre d'universitaires qui prétendent faire un travail universitaire sur ces questions. Et est-ce que c'est pas symptomatique d'une droitisation par le haut aussi, parce qu'apparemment c'est une commande des PUF d'ailleurs à ce collectif. En tout cas les auteurs-autrices assurent que c'est les PUF qui leur ont demandé ce livre il y a 2-3 ans. Quel regard, si tu veux, alors si tu n'es pas à l'aise d'en parler, je comprends très bien, mais quel regard peut-être tu poses sur ce que ça dit de la droitisation du monde universitaire ou de l'édition universitaire? Alors, déjà, ça interroge sur le statut des PUF, effectivement, qui sont très différents en termes de structure des presses universitaires de Grenoble, des presses universitaires de Rennes, des presses universitaires du Septentrion. Effectivement, elles sont toutes des vraies presses universitaires. Donc, effectivement, les PUF, c'est une entreprise. Et je pense que quand on regarde le catalogue des PUF, il y a effectivement toujours eu à boire et à manger. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs où on essaye de faire des boulots sérieux, et d'autres où effectivement c'est un peu bizarre. Et en fait, quand on regarde, il y a même des bouquins qui sortent, qui sont financés par l'Académie des sciences morales et politiques, de gens qui, de fait, n'avaient pas vraiment le statut universitaire. Et par contre, si on prend ce bouquin-là, je trouve qu'effectivement c'est très dangereux.
Mais c'est très dangereux, mais ça fait partie en fait des trucs dont je parle. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont cités dans le bouquin, et je trouve que c'est assez troublant. Je pense que du côté des PUF, mais je suis pas à la place de, je n'ai pas contacté l'éditeur, voilà. Mais je pense que les PUF du coup ils veulent être partout, quoi. Ils veulent être considérés comme à la fois capables de proposer des bouquins de gauche, de gauchistes, de sociologues, donc du coup pour eux c'est peut-être parfois la même chose, et d'en face. Mais c'est super troublant, parce que de fait il y a un nombre conséquent de gens qui peuvent se prévaloir d'un titre, mais qui de fait ne se prévalent pas d'une science. C'est-à-dire qu'il y aura un chapitre de Perrineau, si j'ai bien vu, il y aura un chapitre de Taguieff. J'attends de voir quelles sont leurs données qui leur permettent effectivement d'avancer ce qu'ils avancent. Voilà. C'est notamment pour ça que ce bouquin est un bouquin avec plein de chiffres, plein d'enquêtes. Parce qu'il y a un moment, mon travail doit être... Alors j'ai essayé qu'il soit accessible à tous et toutes, mais je voulais que ça soit aussi un travail sur lequel les collègues pouvaient m'écharper si j'étais pas au niveau. Parce que ça fait partie du job. Et là, on est vraiment dans un moment où... on joue sur un statut en débordant de ce statut, et c'est un vrai souci. Et puis dans le cas, dans ce bouquin-là, tu as quand même un certain nombre de gens qui de fait ont un master, voilà, hein, et sont devenus des spécialistes de l'anti-wokisme depuis 10 ans. Et donc on peut s'interroger sur effectivement comment ces figures arrivent là. Après, ce qui est terrible, c'est que vraisemblablement ce bouquin va du coup se vendre bien, un peu à la Bardella. Et pourtant, vraisemblablement, il va être très mauvais, quoi. Voilà. En tout cas, moi, j'avais vu les extraits du colloque duquel il provient. C'est juste terrible. Désolé. Peut-être encore une ou deux questions? Si les gens veulent. Téléchargez légalement ce bouquin. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions... Ah, une petite dernière. Non, c'est pas vraiment une question, c'est un état d'âme après vos exposés. Je suis un petit peu démoralisé. Non, je suis pas démoralisé en général. Là, oui, en vous entendant, de poser des questions comme qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens votent comme ci? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens viennent dans les partis? Alors là, bon, c'est vrai, vous faites remarquer que ceux qui dirigent, ceux qui commandent, c'est des gens qui ont été élus. Et pour moi, c'est pas une raison pour aller voter. Personnellement, moi, je vois qu'une solution, puisque ceux qui commandent, on les aime pas, et ben, il faut désobéir. Je trouve que c'est très chouette ce que vous dites, parce que à un moment, un très bon journaliste de Mediapart, qui lui a un doctorat de sciences politiques, Scalona, dit « Vincent, t'es un peu rassuriste ». Donc bon, mais là j'ai l'excès inverse, mais non, je suis d'accord avec vous, en fait, cette société, elle est impressionnante, enfin, vous voyez, tous ces trucs que je mets en avant sur il n'y a pas de droitisation par en bas, ça joue, mais contre tout un mécanisme un mécanisme de cadrage, d'effet d'agenda, etc., qui devrait jouer dans le sens inverse. Eh ben non, les gens ils sont moins racistes maintenant qu'ils l'étaient avant. Ils sont plus favorables à l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils sont plus favorables aux minorités. C'est impressionnant. Et ils sont toujours favorables à la redistribution. Enfin, c'est fou. Ouais, il y a Dominique Sceaux tous les matins, quoi. Et, non, mais quand on y réfléchit, enfin, voilà, on en entend beaucoup des spécialistes de l'économie qui proposent plus de redistribution. Ok, Piketty, KG, mais on les entend moins souvent quand même. Donc, malgré tout ça, ça continue à résister en bas. Et donc, ça fait politique à côté. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est juste, attention, le RN au pouvoir, ça fait mal. Comme Trump au pouvoir, ça fait mal. Voilà. Donc, effectivement, collectivement, on pourra résister, mais ça fera du dégât. Et ça fera du dégât, pas forcément... peut-être que nous, on prendra, mais ceux qui vont plus prendre, c'est les plus précaires, c'est les catégories populaires, c'est les racisés, etc., etc. Donc, voilà. Avoir conscience de ça, je pense que c'est essentiel. Et je sors de mon rôle de chercheur.
juste un mini truc, mais par rapport à tout à l'heure sur cette question. Moi, j'ai accepté de venir parce que mon travail est ancien, etc. Mais parce que ça fait quand même du bien d'entendre la Saint-Thibéry. Et donc, ça fait... En fait, c'est vrai qu'on se disait qu'est-ce qui... Voilà. On a tendance, effectivement, si on regarde l'heure du vent, etc., les médias, à se dire, ouais, il y a une vraie droitisation. Enfin, il y a ces succès électoraux du RN, aussi les gens ne se rendent pas compte. Voilà. Et en même temps, effectivement, moi je dirais, enfin juste là-dessus c'est pareil, je sors un tout petit peu du côté scientifique, mais il y a quand même des choses qui marchent, c'est le mouvement social en fait. On a eu des victoires sur Notre-Dame-des-Landes, bon on se retape Retailleau, mais en fait on l'a quand même un peu eu, enfin on a eu la victoire. Moi, je suis déjà assez âgée, donc je dis on a eu la victoire contre le CPE, mais en fait, il nous faut. Enfin, moi, je dirais, il nous faut des victoires sociales, et en fait, on n'aura pas, même si on porte au pouvoir des gens de gauche, des responsables politiques de gauche, on n'aura pas des victoires. Si on n'a pas. Enfin, je relance le débat, donc je vais m'arrêter. Peut-être on l'aura sur le trottoir, ou enfin. Et il faut qu'on y... Voilà. En fait, les grèves, les mouvements syndicaux, ils arrachent des petites victoires et ils redonnent... voilà. Ils s'opposent à des choses. Je sais pas, à Rouen, il y a la chapelle d'Arblay, la papeterie, enfin, il y a plein d'endroits, il y a des scopes, il y a Scopti, enfin, il y en a plein. Et donc, en gros, voilà, moi, je dirais aussi, mettons nos... Enfin, c'est le mouvement social qui freinera aussi les impacts si le RN arrive au pouvoir, en fait. Donc... Les seuls moments où réellement, depuis 40 ans, le FN se tait et on n'entend plus parler, c'est pendant les mouvements sociaux. Et par contre, tout ce qui concerne stratégie électorale, il devient de plus en plus bruyant. Et donc, et là je vous rejoins, c'est-à-dire que l'expérience montre que c'est par des mouvements sociaux qu'on va faire infléchir la balance et non pas repolitiser les gens, parce que je pense qu'une bonne partie des gens sont politisés, mais ils ne sont pas politiciens. Très bien. Ça, c'est une bonne manière de finir ça. Tu veux... Merci à tous les deux d'avoir présenté vos travaux ce soir et d'avoir répondu aux questions. Merci à l'Abscess d'avoir pensé cette soirée. Merci à toutes et tous de votre patience. Merci surtout les personnes debout. Quelques annonces quand même pour parler de travail.